5 sur en première. Attends, non. Ah, moi, Tu le lances avec... Ah Oui, je parce croyais que qu'on était déjà dans bonjour, l'histoire. Ah oui. ouais, un petit peu. Ok, d'accord. Bonjour. Bonjour, madame. Du coup, tu vas me raconter ton histoire. D'accord. J'ai des questions. Si j'ai des questions, je te les dirai. D'accord. Je t'écoute. Bon, moi, c'est Koulibaly Adama, j'ai 16 ans. Non. Ah putain. Là, on triche un peu quand même. Là, On lui avait donné un nom de famille d'ailleurs, il faudrait se rappeler. le nom de C'était famille. Abdou Masso... Masoku. Ouais. Masoku. Ouais. Ok. Ok. Masaku. Ok. Ouais. Attends, si tu veux, je vais vérifier le nom de famille, c'est Masaku ou Masoku. Ah, comment? C'est japonais. Je sais pas ça. Massoko, je sais pas ça vient Attends, d'où, je vais mais te bon. dire ça de suite. On l'a employé hier, non? Ouais. Avant-hier, C'est ouais. Massoko, je pense. Je sais pas d'où ça. Ouais. Ok. On y va, du coup. Si tu veux, je te confirme le nom de famille. Ouais. Pardon. Hop. Ah, c'est bon, alors ça arrive. Masoku. Massoko. Masoku. Massoko. Ok. Ok. On reprend au début? Ouais. On y va. Du coup, Abdou, tu vas me raconter ton histoire. Si j'ai des questions, je te dirai. D'accord. Je t'écoute. Bonjour, je m'appelle Abdou Massoko. J'ai 16 ans. J'ai quitté mon pays depuis 2015 pour arriver en France ici. Mais le début, c'était pas mon but. Il faut qu'on triche aussi les dates. Parce Ah que ouais. 2015, c'est il y a 10 ans. Moi, je dirais pas de date. Oui, mais du coup, il faut qu'on triche dès maintenant, parce que sinon, Ouais. je peux pas le monter. Ah. Donc, on dit quoi? Faut qu'on triche les dates. Tu dis que tu as 16 ans, et dans ton histoire, ouais, tu dis que tu es parti 2 ans avant, c'est ça? Et donc, tu dis que tu es parti en 2023. en fait. 2023. Ouais. En 2023. Ouais. Et je suis arrivé en France. Et tu es parti quand tu avais du coup 14 ans. D'accord. Ouais. Je suis arrivé en 2023 et je suis là on est en 2025. ça fait en 2025 que je suis arrivé en France. Ok. Alors, on Il y a la reprend. question du tutoiement. Est-ce que c'est tutoiement ou Ouais, c'est tutoiement. c'est tutoiement? On en a parlé. Ok. On reprend. Du coup, Abdou, est-ce que tu peux me raconter ton histoire? Oui. Bah, je t'écoute. D'accord. Donc je disais, je m'appelle Abdou Massoko. J'ai 16 ans. J'ai quitté mon pays en 2023 pour arriver en France, mais c'était pas voulu. Voilà, moi je savais pas, je suis né dans une petite ville de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Mans. J'étais avec mes parents, avec ma mère, mon père que je ne l'ai jamais connu. Et je partais pas à l'école, j'étais avec ma mère, faire ses petits travaux, tout ce qu'elle voulait. Et il y a mon grand tonton qui est à Abidjan, mon oncle, le grand frère à ma mère, qui venait chaque vacances voir ma mère. Donc un jour comme ça, il a demandé à ma mère est-ce qu'il peut m'amener avec lui à Abidjan. Abidjan, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire. Voilà. Peut-être il va me mettre à l'école, je vais faire des petits trucs. Et moi, j'étais content pour ça parce que je voulais vraiment aller à l'école. Et ma mère était d'accord, du coup, elle m'a laissé partir avec lui. Donc voilà comment je suis arrivé à Abidjan, j'avais 14 ans, je suis arrivé, je suis resté chez lui. Il ne m'a jamais mis à l'école. Sauf que souvent, il m'amenait à son travail, faire ses petits boulots de travail, des trucs comme ça, ou rester à la maison avec sa femme, faire ses petits, le ménage, les trucs comme ça. Et arrivé à un certain moment, moi, je lui posais des questions, mais je suis venu ici pour aller à l'école. Donc ça fait près de combien de temps que je suis là, je ne vais pas à l'école, il y a tes enfants qui vont à l'école, et moi je suis tout seul, je fais des trucs pour ta femme, et moi ça ne me va pas. Et il m'a dit comme ça, bah, si ça ne t'arrange pas, tu n'as qu'à te retourner chez toi, retourner chez ta mère. Et pendant ce temps, j'avais connu des amis dans le quartier où on habitait.
Donc, il savait la situation. Je lui ai expliqué l'histoire que je vivais à la maison. Ça n'allait pas parce que il partait à l'école. J'étais tout seul. Dans la journée, il y avait tout le monde qui allait à l'école. J'étais tout seul. Donc, le soir, quand on se voyait avec des amis, je lui disais, ah bah, t'as fait quoi? Bah, moi, je suis resté à la maison. J'ai fait ça pour la femme de mon oncle et tout ça. Donc, comme ça, voilà, il y a une personne, il y a un ami qui vient comme ça, qui dit, ah, lui, il veut voyager. Il veut quitter la Côte d'Ivoire. Il veut aller dans un autre pays. Pour travailler, c'est faire de l'argent. Et en plus, maintenant, il y en a qui vont au Niger. Le Niger, c'est un pays juste à côté de la Côte d'Ivoire. Donc, même si je n'ai pas l'argent, lui, il connaît une personne qui peut nous faire partir là-bas. Il va payer le transport, tout, il va nous amener là-bas. Mais arrivé là, il faut qu'on travaille pour rembourser ce qu'il a dépensé. Moi, je dis, ouais, de toute façon, j'avais plus rien à perdre. Si je me retournais chez ma mère, c'est la même chose, je ne vais pas aller à l'école parce que je sais qu'elle n'a pas les moyens pour payer. Chez mon oncle, je vois que c'est la même chose, je reste là. Donc, j'ai dit oui, je suis partant. On était 3. Comme ça, on a pris le chemin. Et il y avait une personne plus grande que nous, qui était majeure, qui nous accompagnait. Voilà comment on est arrivé au Niger. Et au Niger, on est resté là aussi pendant 2 ou 3 mois, c'était la même chose. On sortait, aller mendier dans les rues, chercher des petits jetons, des pièces pour manger. Et la même personne est venue nous voir pour nous dire, bon, voilà, vous êtes arrivés ici, le but c'est d'aller en Libye. Est-ce que vous savez qu'en Libye, là-bas vous pouvez travailler, ils ont besoin de gens pour faire des travaux dans les champs, les jardins, des trucs comme ça, tout ce que vous voulez, vous allez avoir de l'argent et tout ça. Moi je dis, mais... Non, pour moi, le but, c'était juste de quitter la Côte d'Ivoire. Le Niger, c'est un pays juste à côté. Je peux me retourner quand je veux. Et c'est un pays qui est francophone, qui parle. Mais là, si on parle en Libye, je ne sais pas. Donc, du coup, non, ça va aller. Je serai avec vous, je vais vous accompagner, tout ça. Vous allez travailler et me rembourser mon argent. Parce que là, vous êtes déjà là, vous ne m'avez pas encore payé le transport que j'ai dépensé d'Abidjan au Niger. Donc, moi, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Donc, moi, je vous amène où on travaille. Comme ça, vous travaillez et vous me remboursez. Donc, les 2 autres, ils étaient d'accord. Ils me disent, mais oui, Adama, il faut... Oui, Abdou, les 2 autres qui étaient avec nous me disent, oui, Abdou, ouais, on peut aller. Hein. De toute façon, on est déjà là. Il faut qu'on travaille pour lui rembourser son argent. Il a dépensé. Voilà comment il nous prend, il nous met dans des pick-up. On traverse le désert, on fait 2 ou 3 jours sur le désert avec les Libyens dans les pick-up. Dès là, moi, j'ai commencé à voir que là où on va, c'est pas bien parce que les chauffeurs de pick-up nous prenaient comme des bêtes, comme des animaux en fait. On était des quarantaines dans un pick-up qui fait même pas 5 mètres carrés. On était tous entassés derrière le pick-up. On avait juste des bouts de bois tenus comme ça sur le pick-up. On devait traverser le désert comme ça pendant 2 ou 3 jours. Ils roulent la nuit, la journée, tout le temps. Et on avait tous des petites bouteilles d'eau, des 1 litre, 1 litre et demi. Si tu as fini ta bouteille d'eau, c'est ton problème, quoi. Donc voilà comment nous sommes arrivés en Libye. Et en Libye, le chauffeur qui nous a amenés nous a conduits directement en prison. Mais au début, je ne savais pas que c'était une prison parce qu'il nous a amenés dans une grande cour fermée. On était tous là, on a trouvé des jeunes qui venaient de tous les autres pays d'Afrique, ils étaient là. Et on arrive, on descend tous, et il n'y a personne qui vient nous parler. On reste là pendant à peu près 24 heures. Et le lendemain, il y a un autre gars qui vient, et lui, c'était un Sénégalais. Qui vient, il demande qui parle français ou qui parle Wolof, qui parle anglais. Moi, je dis oui, je parle français. Et il vient, il me dit, bon, là, vous êtes là, nous, on vous a acheté. Vous êtes venus là pour travailler. Soit ceux qui ont des parents dans les pays d'origine, vous appelez vos parents, vous payez 1 500 €, on vous libère. Ceux qui n'ont pas ça, bah, vous allez rester ici. Peut-être il y a des Arabes qui vont venir vous prendre pour aller travailler dans les champs et les trucs comme ça. Jusqu'à ce que vous finissiez de rembourser les 1 500 € et on vous libère. Moi, je lui dis, mais... Je lui dis le nom de la personne qui était avec nous. Je lui dis, mais
Je ne me rappelle plus de son nom. Je me dis, ben, ce monsieur, il nous a dit, on venait pour travailler, lui, il a organisé tout ça, on va chez quelqu'un, on travaille, on lui envoie plus. Il me dit, non, mais nous, on ne le connaît pas. La personne qui vous a amené là, on ne le connaît pas. Nous, on part au Niger, on vous achète, vous vous ramenez là, vous payez vos transports et vous payez aussi le suppli que vous avez fait pour arriver. Donc, le reste, ça ne nous regarde pas. Donc, il faut que tu appelles tes parents. Moi, je dis, bah, moi, de toute façon, moi, je n'ai pas de parents. Moi, j'ai que ma mère, elle est très vieille, elle ne peut pas m'aider. Il n'y a personne pour moi qui peut m'aider là-bas. Donc, moi, je pense que faut trouver une solution. Il me dit, mais il n'y a pas de solution. Et donc, du coup, moi, il voit que je parle trop, il me laisse, il part voir les autres. C'est qu'ils avaient de l'argent, ils ont commencé à appeler, il a donné des numéros, les gens, ils ont commencé à... Moi, j'étais là avec mes deux amis. Je suis allé voir, je dis, ben, vous voyez, là, on est dans un problème, donc on peut rien faire. Bon, à peu près, ils étaient dans la même situation que moi, parce que même eux aussi, ils n'ont appelé personne. Donc, on est resté là. Plus de 1 mois, 2 mois, c'était pareil. On mangeait une fois dans la journée du pain. On venait juste nous donner des petits baguettes de pain, on mangeait et de l'eau, comme ça. Donc, il y a un jour, après un ou 2 mois, il y a un jour, il y a un monsieur qui est arrivé. Ça, c'était des Arabes, c'était des corps habillés. Je ne sais pas si c'était des policiers ou quoi, mais ils étaient en tenue d'armée. Ils sont arrivés. Ils disent ils vont rapatrier 150 personnes, mais spécialement les d'origine malienne. Les Maliens, ils vont les rapatrier chez eux au Mali. Donc, ils commencent à appeler les noms et ils regardent, ils te demandent, toi, t'es malien, tu dis oui, il te fait sortir, t'es malien, tu dis oui. Mais dans la cour, il y en a qui n'avaient pas envie de partir. Ils voulaient vraiment rester pour aller, pour traverser la Méditerranée. C'est là-bas, moi, j'ai su que les gens, ils venaient en Libye pour traverser la mer pour aller en Europe. Parce que moi, mon but, c'était pas ça quand je quittais en Côte d'Ivoire. Je ne savais même pas qu'il y avait un truc comme ça qui existait. Donc, ceux qui ne voulaient pas vraiment se retenir dans les pays, ils attendaient, ils se disaient, oui, nous, on va rester là, on va pas bouger. Donc, comme ça, ils ont compté les gens. Et moi, j'ai vu mes deux amis là, j'ai dit, mais est-ce que c'est pas mieux qu'on se retourne là? Moi, je pense que c'est plus mieux. On s'est fait passer pour les Maliens. Le Mali, c'est un pays qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire. On peut se retourner. Il y a un qui disait oui, lui il veut, et l'autre il n'était pas d'accord parce que lui aussi, on lui a dit ouais, tu peux aller en Europe, voilà, par un bateau et tout ça. Donc, on était deux contre lui. Lui, il ne voulait pas et nous autres, on voulait rentrer. Et après, on s'est assis, il a dit bon, ok, je vais vous suivre, on part. Donc, on s'est fait passer pour des Maliens. Du coup, on nous a mis parmi les 150 personnes. On nous a sortis, on nous a mis dans un car. On était tous contents dans le bus, tout le monde était content, c'était la fête, on rentre chez nous, on est fatigué et tout. Et on roule. Tard dans la nuit, on ne sait pas, on était sur le désert. On voit, il y a 2 pick-up qui viennent couper la route. Qui coupent. Ils étaient armés, ils étaient tous armés. Parce qu'en Libye, les enfants, les femmes, les hommes, tout le monde est armé là-bas. C'est un pays vraiment que, surtout quand on voit en noir, là-bas c'est comme, c'est du marchandise pour eux. Donc je ne sais pas comment ils ont su ou c'était un truc qui était arrangé entre eux. Donc ils viennent, le bus il s'arrête et le chauffeur il descend. On les voit parler avec le chauffeur. Et après il y a des gars qui montent avec des armes dans le bus. Ils nous disent descendez tout le monde. On dit oui, on descend. Voilà, il y avait des armes, tout le monde avait peur, on descend. Et ils nous font monter derrière les pick-up qui étaient là. On commence à nous mettre derrière les pick-up, on commence à nous mettre derrière les pick-up. Et il y a des autres pick-up qui venaient, ils ont commencé à prendre des gens dans le pick-up. Et le chauffeur des bus, il est parti. Nous, on est resté dans le pick-up et il nous a pris dans le pick-up. On roulait sur le désert, on ne savait même pas où on partait. Voilà, on voyait que du sable partout. Et aussi, c'est comme les gens qui sont venus nous sortir de la prison. Ils nous ont achetés avec les autres gars qui étaient dans la cour. Comme c'est du... Voilà, ils avaient besoin des gars pour travailler. Ils sont venus acheter 150 personnes. Ils partent avec eux. Ils font des échanges sur le désert. Donc, on était comme ça, comme des bétails. Donc, on arrive. Eux aussi, ils nous amènent. Ils étaient en train de rouler. Et dans le pick-up où moi, j'étais avec mes amis, il y a un gars qui dit, ben, là, est-ce que si on court, si on s'enfuit, on est sur le désert? Est-ce qu'ils sont 2 dans le pick-up, c'est vrai, ils sont armés, est-ce qu'ils pourront nous attraper, nous tous? Il y en a qui disent, bah, ils vont nous tirer dessus si on fuit.
On commence à se parler entre nous, d'autres disent oui, on peut essayer, voilà, on va pas mourir, si voilà, lui qui meurt, bah, de toute façon on va tous mourir, on est déjà là, donc il faut essayer le coup. Parce qu'eux, on ne sait pas où ils vont nous amener. On ne sait pas ce qu'ils vont faire de nous, donc on peut s'enfuir. Donc ok, on a pris cette décision-là. Et en cours de route, le mec qui roulait, il s'est arrêté. Je sais pas, il voulait faire pipi et tout, il s'est arrêté et il est sorti de la camionnette. Et il y avait le deuxième gars qui était dedans, qui avait son arme, et tout le monde s'est mis à sauter. On était plus de 40 personnes dans le pick-up. Donc il ne savait pas quoi faire, il a commencé à tirer en l'air, arrêtez-vous, il parlait en arabe que nous on ne comprenait pas. Donc on s'affiche, chacun est parti, on s'est perdu de vue, mais moi j'étais toujours avec mes amis. C'était la nuit, on est parti, en fait, on s'est enfui, on ne sait même pas où on allait, mais on ne voulait juste pas que le gars il nous rattrape. Donc les deux ils sont montés dans le pick-up, ils ont commencé à poursuivre les autres avec la voiture. Donc nous, on ne nous a pas retrouvés. On est allé jusqu'à, on est arrivé dans un champ d'olives. On est allé, chacun est parti, on s'est assis dans le champ. Comme ça, on a passé la nuit là-bas. Et le lendemain matin, il y a un monsieur qui est arrivé, un Libyen, qui est arrivé dans le champ, qui nous a vus. Il est venu en face de nous, il nous dit bonjour. Il a parlé en arabe pour dire bonjour. On ne comprenait pas. Et moi, je lui parlais en français en disant qu'on a besoin d'aide, on a été kidnappé par des gars et on a besoin d'aide. Et il a dit en français maintenant, vous venez d'où? Quand on a entendu le vous venez d'où, tout le monde était soulagé, on était tous contents pour pouvoir parler à quelqu'un qui nous comprend en fait. Parce que à part ça, tous les autres c'était les Arabes. Même le Sénégalais qui m'a parlé dans la cour, il me parlait juste par rapport à l'argent. À part ça, il parlait que l'arabe avec les autres, ou soit l'anglais. Voilà, je ne sais pas s'il nous parlait en français pour communiquer, il sentait comme si c'était une pitié ou un truc comme ça. Donc, moi je dis au monsieur, bonjour monsieur, vraiment on a besoin d'aide, on a été kidnappé par des gars et tout. Il dit, vous venez d'où? Moi je lui dis, nous sommes des Ivoiriens et tout. Il a dit, ah d'accord. Et ça fait combien de temps vous êtes là? On dit, ah depuis là, on a passé la nuit ici et tout. Il nous a amené de l'eau. On a bu, il nous a donné des trucs d'olive, on a mangé. Et après, il nous a dit, bon, venez, moi, je vous amène chez moi. Au début, on était là, mais c'est bizarre, comment il nous amène chez lui? Donc, il nous a amené vraiment chez lui. Et arrivé là, il nous demande d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé en fait. Pourquoi on est venu là? Et est-ce que nous, on ne savait pas que la Libye, c'est un pays qui est en guerre, il n'y a rien qui va ici. On est tous jeunes, nous sommes des enfants. Pourquoi Moi, je lui ai dit, ce n'était pas le but, on ne voulait pas vraiment venir. Il y a quelqu'un qui nous a pris comme ça, qui nous a dit des trucs qui ne sont pas vrais vraiment. Donc, on réalise maintenant. Donc là, tout ce que nous, on veut, on cherche une solution pour rentrer chez nous. Il a dit, c'est impossible. Vous ne pouvez pas partir chez vous. Moi, je peux vous garder là si vous voulez. Parce que là, dehors, ça ne va pas. Et moi, je n'ai pas les moyens vraiment pour payer votre passe, pour vous faire partir en Europe. Parce qu'ici, tous les Africains qui viennent ici, c'est pour ça, c'est pour traverser. Ils viennent avec l'argent, ils traversent. Et les Noirs, on les prend, on les met dans les champs, ils travaillent, ou partent en prison, des trucs comme ça. Moi, je me dis, moi, je ne veux pas aller en Europe. C'était pas mon but. Moi, je ne connais personne ici. Je ne connais personne en Europe, de toute façon. Mes deux cousins, ils connaissaient déjà, ils avaient des tontons, des cousins et trucs, qui étaient en Europe. Et même moi, j'ai personne, je ne connais personne. Donc, pourquoi je vais aller? Monsieur m'a dit, en même temps, il n'y a que ça que moi je peux vous proposer. À part ça, je ne peux rien faire pour vous. Moi, je lui dis, ok, mais est-ce qu'on peut rester ici pendant quelques jours? Non, il n'y a pas de problème. Chez les Arabes, ils ont un truc dans la maison. Ils font un barrage entre les étrangers, les hommes, et sa famille, sa femme et ses enfants. Donc, le monsieur, il nous prend comme ça, il nous dit, là, cette partie de la cour, vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Là, vous dormez là, dans la maison. Vous lavez, faites tout ce que vous voulez. Mais cette partie-là, c'est ma famille. Il y a ma femme et mes enfants ici. Je ne veux pas voir quelqu'un ici, tourner ici. Ça, c'est les règles de chez moi. Ils m'ont dit, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on passe la journée là. On se pose des questions entre nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Et pourquoi lui, il nous aide? Est-ce que ce n'est pas les mêmes personnes? Est-ce que lui aussi, il ne va pas nous vendre à quelqu'un?
Il y a un ami même qui me propose de partir de chez lui. Parce que c'est pas clair que le gars il est gentil comme ça. Depuis qu'on est arrivé là, on n'a pas vu une personne qui nous parle comme des êtres humains vraiment qui s'intéresse à nous et tout. Moi je dis ouais mais peut-être il veut nous aider. Mais le problème, nous on ne veut pas partir, moi, bon, parce que les deux autres ils voulaient vraiment aller en Europe. Moi je veux pas, moi je veux me retenir. Donc vous choisissez si vous voulez partir en Europe. Vous partez, genre, vous me laissez tout seul chez lui, vous partez. Moi, il vient, moi, je vais dire, je ne sais pas où ils sont partis, mes amis. Donc, voilà. On dit non, on ne peut pas aller pour te laisser. Il faut qu'on attend quand il va venir, on va parler avec lui. Et le soir, quand le monsieur est arrivé, il est venu nous donner à manger et tout. Donc, c'est là qu'il nous a dit, est-ce que nous, on sait pourquoi il parle français? On dit non. Il dit non, il était ambassadeur, il travaillait à l'ambassade de Libye au Mali. Et voilà pourquoi il a appris le français, il comprend un peu, donc voilà. Okay, mais il ne faut pas, on va avoir peur. Il sait que voilà, son pays est devenu comme ça, il nous a parlé plein de trucs de la Libye. Donc ici, si on veut rester là, on n'a pas de problème. Ou soit lui, il peut nous proposer de travailler pour lui. Comme ça, il nous garde de l'argent, il nous met de l'argent de côté chaque mois, il nous met un peu de l'argent de côté. Quand on va avoir la somme vraiment qui peut nous faire traverser la mer pour aller en Libye, lui-même, il s'occupe de ça. Il va payer pour nous faire partir en Italie. Donc, des autres, ils étaient d'accord. J'ai dit oui, d'accord. Toi, tu voulais pas aller en Europe? Non. Donc pourquoi ils ne pouvaient pas t'emmener au Mali, par exemple? Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de vol entre la Libye et... En fait, il n'y avait pas d'avion tout court. Il n'y avait pas de... Et lui, il ne pouvait pas nous mettre dans un bus ou dans... Il n'y avait rien qui marchait en Libye en ce moment. C'était la rébellion. Voilà. Voilà pourquoi il ne pouvait pas. Et en même temps, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas faire le chemin tout seul. Même si on parle d'avion, je n'ai pas de passeport, je n'avais rien du tout. Je n'avais pas de papier parce qu'ils m'ont pris tous mes papiers. Et voilà. Donc, comme ça, on était d'accord. Moi, je lui ai dit, ouais, il n'y a pas de problème, on n'a qu'à faire ça. Donc, chaque jour, matin, on se réveille, il nous prenait dans la voiture, on partait dans son champ, il avait de l'olive, des carottes, des trucs comme ça, on partait travailler pour lui. Voilà comment on est resté là-bas pendant 2 ou 3 mois. On travaillait avec lui. Chaque jour, il nous donnait à manger, mais il ne nous donnait pas de l'argent. On mangeait, on faisait tout. Et en même temps, il gardait notre argent de côté. Et un jour comme ça, il est venu nous dire, est-ce que vous êtes prêts pour le voyage? Avec tout ça, moi je dis, mais déjà, est-ce qu'on a assez? Il a dit, oui, non, ne vous inquiétez pas, je connais quelqu'un qui peut faire traverser la mer pour aller. Moi, je veux que vous partiez là-bas. Ah d'accord. Et les autres, ils ont dit ok, on est prêt pour partir. La première fois, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous a fait sortir. De chez lui, on doit prendre la voiture pour aller jusqu'au bord de la mer, pour nous mettre dans le bateau et faire des trucs. Donc la première fois, quand il nous a mis dans la voiture, on est sorti. On a vu des gens qui étaient là dans les rues, qui cherchaient en fait, qu'ils avaient des fusils. Et le gars, il a dit non, bon, là, vous voyez ceux-là, s'ils vous prennent, c'est pour vous amener en prison. Hein. Vous allez partir payer de l'argent, vous allez vivre là-bas. Donc, on retourne à la maison, on attend un prochain convoi. Je dis ok. Donc, voilà comment on est parti. Il nous a ramenés chez lui, on est resté encore pendant à peu près 1 mois. Et un jour, il est venu le soir, il nous a dit bon, ok, là, c'est le moment, on va partir. On est sorti la nuit, il faisait tard la nuit, il a pris dans la camionnette, on est parti au bord de la mer. On a trouvé des autres personnes qui étaient là, des Africains, tout le monde qui était là. Et il y avait les bateaux. En plus, moi, je ne savais même pas, c'est moi qui c'était un bateau, comment ça s'appelle? Un bateau Zodiac, comment on appelle voilà, là-bas. Je ne savais pas. Moi, quand on me disait on traverse la mer, je pensais qu'on va aller nous mettre dans un bateau normal et tout le temps pour traverser. Donc on arrive là, je ne sais même pas nager, donc je vois la mer, je me mets à pleurer, je me dis mais moi, comment on va faire? On n'a même pas de gilet de sauvetage, on n'a rien, on doit juste monter dans un truc comme ça et partir. Et la personne qui doit nous conduire, il n'a rien. Lui, c'est un gars qui est au milieu de nous. On demande qui sait faire du bateau. Il y a un gars qui va dire moi. On dit bon, ok, tiens, c'est toi le capitaine qui va les amener. Et du coup, nous, on nous a mis dans le bateau comme ça. Il était presque 2h, 3h du matin. On nous a mis dans le bateau. Le gars, il est parti. Il nous a mis dans le bateau. Ils sont tous partis. On est resté que nous sur l'eau. En fait, il nous met dans le bateau et il nous pousse plus de 1 à 2 mètres
Bon, il nous laisse et chacun dans le dos, on est entre les nôtres. Donc le capitaine, il a essayé d'avancer, il avançait, il avançait. Et arrivé à un moment, le moteur ne marchait plus. On est resté là, ça ne marchait plus. Et il a tout essayé, il n'arrivait plus à démarrer vraiment le truc. Et voilà comme ça que la vague commence à nous repousser. Donc le bateau, il y en a qui avaient peur, il y avait des femmes, des enfants, il y avait tout le monde dans le bateau. Vous étiez combien? On était plus de 80 personnes dans le bateau. C'était très très beaucoup, très nombreux. Tu es assis bien serré, tu ne peux même pas bouger quand tu es assis dans le truc. Et voilà, on commence à nous, la vague qui commence à nous pousser. On était un peu loin, on était vraiment sur la mer. Et voilà comment le bateau s'est rabaissé avec nous. Et il y a plein de personnes qui sont restées dans l'eau qui ne savaient pas nager, même moi aussi. Et pas moins de 20 à 30 minutes qu'on était déjà sur l'eau. Il y en a la vague qui a repoussé d'autres plus rapidement, qui étaient déjà de l'autre côté, qui se mettaient à crier, qui cherchaient de l'aide. Et il y a la marine libyenne qui est venue. Voilà, nos chances, il y avait une trouvée, il y en a qui n'étaient pas comme moi, on était là, on était déjà en train de mourir, on va dire. Ils sont venus nous sauver. Ils nous ont mis dans les bateaux de trucs. Et les autres personnes qui sont mortes sont restées là-bas. Qui sont restés dans l'eau, on ne sait pas ce qui s'est passé. Par exemple, mes deux amis. Ils nous ont ramenés au camp, dans les bases de la marine. On est resté là toute la nuit, assises. Il y a le vent, on avait froid, les vêtements mouillés, tout le monde. Et le lendemain, le matin, 10h, 8h, il y a un gars qui est venu, bon, c'était le chef qui est venu dire qui vous a mis sur l'eau, qui est votre capitaine, qui conduisait le bateau, qui était ça. Bon, il n'y a personne qui parlait. De toute façon, avant de nous mettre sur le bateau, on nous dit ça. Que ce soit en Libye ou en Italie, il ne faut jamais montrer le capitaine. Quand il y a la police libyenne ou la police qui vient, il ne faut pas dire c'était lui, c'était lui. Donc voilà, on est resté là, personne n'a répondu. Il nous a dit, bon, vous allez partir en prison. Dans notre prison. On est parti, on nous a tous emmenés. Ça, c'était la prison. C'était une vraie prison parce que c'était des containers, en fait, en plein désert. Ils ont fait des containers, voilà, des containers normaux qui étaient là. On était tous là au sol. Tu venais, on était plus de 100 à 150 personnes dans les pièces de containers. On dormait là, on faisait tout là. Moi, je suis resté là-bas pendant 6 mois. Comment tu sais combien de temps tu es resté? Bah, quand je regarde, au moment où je suis rentré là-bas, c'était à peu près en hiver. Je savais qu'il ne faisait pas chaud, il ne faisait pas très chaud. Parce que la Libye, c'est à peu près pareil comme ici. Il y a un moment, il fait très chaud, et un moment, il ne faisait pas chaud. Donc, on était là. Et en même temps, il y a des gens qui venaient nous... Des gens qui nous donnaient à manger des bouts de pain. C'était aussi, on va dire, les Africains, les Nigérians, les Sénégalais, les trucs comme ça. Donc, quand ils venaient, souvent, on avait pris l'habitude d'échanger avec eux. On n'avait rien d'autre à faire. Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de sortie. On n'avait rien, on était juste là. Moi, je suis resté là. Je peux dire, du jour où je suis rentré dans le conteneur, jusqu'après les 6 mois, je n'ai pas mis un pied dehors. Je traînais juste là, je faisais les va-et-vient comme ça. On mange, il y avait des toilettes là, à l'intérieur, il y avait une toilette en sol pour tout le monde. On devait s'arranger, et on dormait même contre le sol, il n'y avait rien pour nous protéger. Et en même temps, moi je suis resté là-bas, j'ai appris à parler l'arabe parce qu'il y avait même des Égyptiens avec nous, il y avait des Tunisiens, il y avait un peu tout le monde, des Pakistanais, il y avait tout le monde qui était là. Et les femmes ont été divisées, les femmes ils étaient à part et nous les hommes on était à part. Donc là-bas, on n'avait pas de téléphone, pas droit à téléphoner à quelqu'un, on ne pouvait rien faire. C'est pareil. Donc on est resté là aussi jusqu'après les 6 mois. Un jour, il revient, on nous fait sortir nous tous. Il y a une ONG qui est arrivée, qui veut voir comment les prisonniers sont traités. Ils ne nous appellent pas les prisonniers, ils disent des réfugiés. Voilà. Ils se disent que c'est un centre de rétention pour vous faire partie, mais nous on le prenait comme prison parce qu'il y a des gens qui mouraient là-bas. Et quand on s'est bagarré entre nous, les gars ils venaient frapper des gens. Il y a des gens qui sont tombés malades, qui sont morts. Même dans ma cellule, il y avait un Sénégalais qui est tombé malade. Il est mort dans la prison. On ne sait pas qu'est-ce qui est venu. Quand il y a un truc comme ça, on appelle, on dit, ah, il y a quelqu'un qui est malade. Le gars il vient, ah ok, je vais aller dire au chef. Il part, on ne le voit plus.
Donc l'ONG vient, ce jour-là, il nous a envoyé des nouveaux vêtements, des suites, de tout ça. On se lave, on fait le rang, chacun se lave, tu t'habilles bien, des crèmes. Et on vient, on s'assoit sur le dessin, hein, on s'assoit, on met la main comme ça sur la tête. Et l'ONG vient, il passe au milieu, comment tu t'appelles, tu donnes ton nom, ton âge, il écrit ton pays. Et il part. Et il revient, il nous fait en liste pour dire, bah, il y a tel nombre d'Ivoiriens, il y a tel nombre de Sénégalais, il y a tel nombre donc on va les rapatrier chez eux. Moi, tout ce que je voulais, c'était ça. Comment j'allais faire pour partir chez moi, c'était ça. Donc cette fois-ci, c'était une ONG. C'était une ONG, donc je me disais, oui, vraiment, peut-être, pourquoi pas, on va vraiment partir chez nous. Donc on est resté là comme ça et après les 6 mois, ils sont venus encore avec les bus, ils sont venus, ils nous ont fait sortir et là il y avait plein de personnes, je ne sais pas combien de nombre de personnes parce qu'il y avait plusieurs bus qui étaient là, on est tous montés dans le bus et on partait vers l'aéroport. Là ils ont dit que ouais, vous allez partir, on organise ça, mais tout le monde part au Mali, on vous prend, tout le monde part au Mali et de là-bas vous vous débrouillez. Donc on est tous sortis tout d'un coup dans le bus. On est parti à l'aéroport. Cette fois, on est vraiment arrivé à l'aéroport et tout. Et arrivé à l'aéroport, on est resté. Ils nous disaient, bon, on va faire convoi par convoi. Il y a un groupe qui va aujourd'hui, il y a un autre groupe qui va aller demain ou après-demain. Donc, on est resté là comme ça. Même dans l'aéroport, il y avait des passeurs qui étaient là. Des services de police ou les agents de l'aéroport, ils venaient voir les gens pour dire pourquoi tu veux te retenir, tu veux pas aller en Italie, c'est bien là-bas, tu vas avoir une vie, tu vois, avec tout le temps que tu as fait ici, ça sert à rien de te retenir chez toi et tout. Et moi, pendant tout ce temps, j'avais pas de nouvelles de mes parents, je savais pas si ma mère était encore là ou tout. Donc, d'une part, j'étais un peu, je savais pas en fait ce que je faisais en ce moment-là. Je m'en foutais en fait parce que je me disais, est-ce que ça fait 6 à 7 mois que j'ai une nouvelle des personnes, je suis tout seul, mes amis. En plus, je ne savais pas s'ils étaient morts ou pas. Je ne savais juste pas où ils étaient, s'ils vivaient ou pas. Je ne sais pas avec qui je vais prendre des nouvelles, comment, voilà. Donc, comme ça, il y a un gars qui vient, qui me dit, toi, tu veux te retourner vraiment? Tu ne veux pas que nous, on te met dans le bateau pour t'amener en Europe et tout. On a ça ici, hein. Il y a un bateau même qui va sortir ce soir. Si tu as de l'argent, tu vas nous donner de l'argent, on va partir. Moi, je dis, mais moi, je n'ai pas d'argent. Je connais personne. Il dit, mais tu n'as même pas un numéro où on peut appeler en Afrique, ils vont t'envoyer de l'argent et tout. Je dis, non, je ne connais personne. Il n'y a que ma mère, mais elle n'a pas de téléphone quand je quittais là. En plus, je ne sais même pas si elle lui ou pas. Donc, il me dit, bon, toi, tu parles l'arabe parce que je t'ai vu parler avec le gars. J'ai dit, oui, je parle l'arabe, je comprends un peu l'arabe. Il me dit, est-ce que si je te donne un travail, tu vas parler à tes amis là, qui sont là, qui parlent pas bien, tu leur dis, tu connais quelqu'un qui peut les faire sortir d'ici? Parce que même là, il y a d'autres qui voulaient toujours pas partir chez eux. Voilà, mais il n'avait pas de solution. Il se disait, ouais, okay, c'est mieux de rentrer que de mourir en prison. Donc le gars il m'a mis sur ce truc-là, il a dit aux gens, est-ce que tu ne veux pas aller en Europe? Moi, il y a quelqu'un ici qui veut vous faire partie, mais tu payes ça, tu payes ça. Si tu arrives à ramener des personnes, moi je te mets avec eux, tu ne payes pas et je te fais partie. Donc c'était le deal. Même si je regrette d'avoir fait ça, mais je suis allé, j'ai parlé aux gens, je leur ai dit, voilà, un gars ici, il dit qu'il peut nous faire sortir, hein, si vous voulez, il va nous mettre dans le bateau, mais tu payes ça, tu payes ça. Donc il y a d'autres qui étaient d'accord. Il y a plus de 5 à 6 personnes qui ont dit, oui, nous on veut bien. Si on sort là, on appelle nos parents, ils vont envoyer de l'argent. Il faut savoir aussi que c'est vrai, il y en a qui viennent, c'est pas parce que ça va pas vraiment comme s'il peut rien faire. Il s'est dit, il voit des amis qui sont déjà en Europe, il voit des photos, des trucs comme ça, qui viennent par une décision. Il s'est dit, bon, ok, je vais aller faire comme eux. Et donc, le gars, il a dit, ok, on est sorti, on est resté là. Il faisait nuit, il venait les faire sortir un à un pour les cacher, pour les faire sortir de l'aéroport. Il les mettait dans les taxis, dans sa voiture pour nous ramener chez eux. Comme ça, il nous a tous ramenés chez eux. Et on a passé la nuit. Le lendemain, les 5 personnes nous ont appelés. Et le gars, il a reçu de l'argent. Il a reçu plus de 1000 euros de chaque personne qu'ils ont appelé. Voilà, parce qu'en même temps, il appelle et puis c'est des menaces. Il lance, votre fils est en prison ici. Si vous ne m'envoyez pas ça, je vais le tuer, je vais le faire ça. Donc, des parents. Mais moi, je n'ai jamais appelé mes parents. Ma mère, de toute façon. Et voilà, donc,
il a eu cet argent, il a organisé un convoi, ils étaient là, et lendemain, il nous a encore mis dans un autre bateau, je veux dire, pour traverser la mer. Voilà comment moi je suis monté dans le bateau. C'était la deuxième fois que je montais. Donc, on est parti vers 3 heures du matin. On a fait à peu près 2 à 3 heures dans le bateau. Et il y a la marine, je ne sais pas si... la Croix-Rouge, dans un pays, je pense que c'était l'Allemagne ou... oui, je pense bien, qui est venu nous trouver sur l'eau. On était déjà avancé, très avancé sur l'eau. Le bateau il ne marchait plus, il n'y en avait plus de carburant. Donc le capitaine qui coupe le moteur et il nous dit à partir de là, personne ne me connaît. Quand il y a des gars qui vont venir, là on est déjà sur l'eau internationale, forcément il y a des gens qui vont venir nous sauver. Donc ne dites rien à personne. Quand les gars ils vont arriver, voilà, il avait un petit boussole, il jette la boussole dans l'eau. Et comme ça, on reste tous là, on est assis, chacun commence à prier son Dieu. Et on est resté là, comme ça, on a vu un hélico qui s'est vraiment abaissé, qui avait le dictaphone là qui nous parlait. Est-ce que quelqu'un parle l'anglais? Est-ce que quelqu'un parle français? Est-ce que quelqu'un parle... Donc on a tous répondu oui, oui, oui. Donc il nous disait calmez-vous, asseyez-vous, ne faisiez pas de mouvements brusques, restez tranquille. Il y a un bateau qui arrive. Donc ils ont renvoyé deux petits bateaux, des petits jet skis, là, ils sont arrivés. Ils ont dit est-ce qu'il y a des enfants parmi vous? On a dit oui, il y avait des enfants, des bébés. Ok, on va prendre les enfants d'abord. Après ils sont revenus, ils ont pris des femmes. Et voilà, ensuite nous tous on est montés dans le bateau. Et ils nous ont conduits dans un gros bateau maintenant, normal. Et là-bas, on nous a fait des premiers soins, ceux qui étaient malades, ceux qui avaient des problèmes médicaux. Donc, voilà, on est resté là-bas comme ça. Voilà un peu comment on est arrivé en Italie. Voilà. Ok. Bon, bah merci. Ça fait beaucoup de danger juste pour aller à l'école à la base. Hein. Ouais. Mais c'était pas souhaité. J'avais pas... je savais pas que ça allait se passer comme ça, vraiment. Et ta mère, dans tout ça, tu dis que t'as jamais eu de nouvelles. Tu t'es pas dit, quand tu étais chez ton oncle, que c'était mieux d'aller voir ta mère avant? De la prévenir? Avant de partir? Non. Parce que je savais qu'elle allait m'empêcher de partir. Bah, il aurait peut-être mieux fallu alors. Maintenant oui, mais au moment que je me décidais, j'ai pas pensé. Bon, ok. Alors, je vais te poser des questions. Ouais. La suite, après être arrivé en Italie jusqu'en France, c'est encore un chemin. Ok. On reprend. Okay. Donc je disais comme ça que quand nous sommes arrivés en Libye, on nous a amenés dans une grande cour où on a trouvé des autres personnes qui étaient déjà là avec c'est un Sénégalais qui s'occupait du truc, mais c'était vraiment une prison parce qu'on était là-bas pour faire des échanges. Tu viens, tu appelles tes parents, ta famille, on paye et tu pars. Si tu n'as pas de famille ou tu n'as pas d'argent, tu restes là, quoi. Voilà. Et au fur et à mesure que tu dis, ils vont commencer à te maltraiter parce que tu ne sers à rien, ils ne peuvent pas avoir de l'argent à toi, ou soit ils te vendent à un autre groupe. Voilà, peut-être qu'ils vont te faire travailler ou un truc comme ça. Donc moi, je suis resté là avec mes amis. Les gens, ils venaient, ils partaient, nous, on n'arrivait pas à payer, on pouvait appeler personne pour prendre de l'argent, donc on est resté là pendant 2 ou 3 mois, on va dire. Et il y a un nouveau groupe qui est arrivé, qui est venu nous trouver là. Et ils étaient un peu plus chauds des parties qui nous disaient « Ah mais pourquoi on reste là? Il n'y a qu'un seul gars qui reste là pour nous surveiller. La nuit, il n'y a que lui seul, donc on peut essayer de s'enfuir. » Voilà. Vous étiez combien, vous? Je ne sais pas le nombre exact, mais on était vraiment beaucoup. On était... Une centaine? Ouais, près de 100 personnes, oui. On était tous entassés dans une maison où on faisait tout. Et
voilà, il y a d'autres qui étaient d'accord. De toute façon, nous, on n'avait pas notre mot à dire parce que on était 3 dans notre petit coin, on parlait avec les gens, on regardait les gens qui venaient, qui partaient, qui venaient, qui partaient. Et ils ont fait un groupe, ils s'est parlé entre eux, ils ont fait un plan. Ils ont dit, on va casser le truc, on va partir, mais de l'autre côté, à l'extérieur, on va sortir. Après, c'est le désert, on s'enfuit, on part. Voilà. Donc, ils étaient d'accord, le plan, il était là. Et il y a un jour, on est resté là, c'était la nuit, il pleuvait beaucoup, il y a la pluie qui était là, et ils ont commencé à réveiller des autres qui arrivaient à dormir. Puis ils ont dit, là, c'est le bon moment, il pleut, il n'y a personne qui va sortir nous chercher. Ici, on commence à casser maintenant les murs et puis on s'enfuit. Parce que de toute façon, les murs, c'était pas très solide. Voilà. Il y a d'autres qui disent, non, et si on fait ça, ils vont nous tirer dessus. Tu vois, le gars, il est toujours armé. Et voilà, il y a d'autres qui avaient peur et tout. Et comme ça, il y a un petit groupe et ils ont décidé de faire ça. Ils ont commencé à taper contre le mur. Et le mur s'est effondré. Ça fait un gros trou derrière, on va dire, la prison. Et les gens, ils se sont mis à fuir, à sortir. Moi, avec mes gars aussi, on a pris la fuite avec tout le monde. On est tous sortis comme ça sur le désert. On était là, on ne savait pas où partir, mais en fait, on s'enfuyait pour aller plus loin de l'endroit où on était. Toute la nuit, on a couru, on est fatigué, on s'est mis à marcher. Le gars qui était là, on entendait des coups de feu derrière qui tiraient et voilà. Et nous, on est resté comme ça, on va dire à peu près toute la nuit. On courait comme ça, on est parti. On sait qu'on était très loin, quand on était fatigué, on s'est parti s'asseoir quelque part, tranquille, pour se reposer. On ne savait pas où partir, on était là comme ça. Donc c'est là que nous, on a vu la voiture de quelqu'un, des Libyens qui passaient. On s'approchait d'eux, on les a parlé. Il y en a qui ne parlaient pas français, il y a d'autres qui ne nous répondaient même pas, qui passaient. On cherchait même souvent à prendre de l'eau ou un truc à manger, tout ça. Il y a d'autres qui ne parlaient pas. Sauf pendant ce temps, on est tombé ici dans un groupe qu'ils ont appelé la police en fait, contre nous pour dire il y a des gars ici qui sont cachés dans cet endroit et ils ne veulent pas partir. Donc il y a la police qui est arrivée. Nous, on était même contents à peu près pour voir la police parce que maintenant, je sais parce qu'en Libye, tu ne peux pas savoir vraiment lui c'est un policier, lui c'est quoi. Il y a tout le monde qui porte des treillis. Donc nous, on pensait que c'était la police. Quand ils sont arrivés, on était même, on va dire, contents de les voir. On s'est approchés, on a parlé, ils ne parlaient pas français. Nous, on essayait de les parler, ils ne parlaient pas français. Donc, on nous a tous mis dans la voiture et ils nous ont ramenés dans un centre. C'est ce qu'ils nous a dit, ils vont nous ramener dans un centre de rétention. C'est de là qu'on doit se retourner. Ils vont nous faire partir chez nous. Ouais, on était contents. On est arrivé, on nous a placés dans les... C'était des conteneurs, on nous a tous mis dans les conteneurs. Mais moi, je sais que je vais partir vraiment avec mes amis qui étaient là. Donc, on nous a tous mis dans un truc. Et on est venu trouver des autres personnes qui étaient là. Ils commençaient à nous dire, vous êtes venus quand? Il y a d'autres qui parlaient français. Vous êtes venus quand? On vous a pris où? Et c'est là qu'on commence à comprendre. Donc, quand je pose la question à l'autre, t'es là depuis quand? L'autre me dit, moi, ça fait 1 an. L'autre dit, ça fait 6 mois, ça fait 7 mois. Moi, je suis là, je ne sais même plus depuis quand je suis là. Et moi, je demande, est-ce que on fait comment? On part quand chez nous? Il dit, non. Ils nous amènent ici pour dire qu'ils vont nous retourner chez nous, mais on n'y va pas, on est là. Hein. Nous, on est là. Il y a d'autres qui me disent, depuis là, ça fait 6 mois, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est parti. Souvent, ils viennent prendre des gens pour dire, ouais, l'ambassade dit, ils vont prendre, vous partez, mais on n'a pas de nouvelles après. Voilà comment on nous met là, en prison. On reste là pendant près de 6 mois. Arrivé un moment, on ne savait plus quoi faire, donc on se disait, au moins, on n'est pas mort, on n'est pas sur l'eau, mourir quelque part, ou voilà, on est là. Le matin, il vient, il nous donne un bout de café, un bout de pain et du café. On boit, et c'est fini jusqu'au lendemain. Et voilà, il y avait des toilettes à l'intérieur, une seule toilette pour toute personne. On avait plus de 80 personnes dans une seule cellule. Voilà, donc on est resté comme ça. Moi, pour passer le temps, souvent tu échanges avec les autres, vous vous amusez entre vous, vous parlez des histoires de chez vous, chacun. Et moi, en même temps, j'ai appris l'arabe. Je parlais avec des gars qui parlaient de l'arabe, j'ai appris à parler l'arabe avec eux tout petit. Et les gardiens qui venaient nous servir à manger, c'est avec eux qu'on pouvait parler. À part eux, les policiers qui étaient là, ils ne nous disaient rien. Le gars, il vient faire son contrôle, il passe, il regarde entre les fenêtres. En fait, en plus, c'était pas fermé, c'était des conteneurs.
Mais la porte, c'était un garage, on nous voyait, on nous voyait quoi. Tu peux pas juste sortir, c'est des trucs qu'ils ont cadrés comme ça. Voilà. Donc il vient, il regarde, tout le monde est couché ou tout le monde est là, et il passe. Donc les gars qui venaient me donner à manger, c'est avec eux qu'on pouvait parler comme des personnes extérieures. Et eux aussi, ils nous disaient, non, ne vous inquiétez pas, vous êtes en centre de rétention, vous allez partir, il y a juste les trucs à régler avec l'ambassade. Et la semaine dernière, de l'autre côté, il y a des gars qui sont partis et tout. C'était toujours comme ça. On est resté là, on n'avait rien à faire, plus de 6 mois. Mais c'était qui ces gens du coup? Des gens de... Bah pourquoi ils vous détenaient? Bah c'est ça en fait, je sais pas si c'est... Maintenant je peux dire que c'était juste pour de l'argent. Ils ont fait un trafic où ils prenaient des gens, on les garde là, ils font croire qu'ils ont une centre d'irritation, je sais pas, demander l'argent à n'importe qui pour les aider à nourrir des gars qui sont dans les centres de rétention, pour pouvoir les faire partir. Parce que si on les laisse en ville, en Libye, il y a des bandits qui vont les attraper, qui vont les vendre. Pourtant, c'était la même chose en fait, mais sauf qu'eux, ils étaient organisés comme une association. Donc c'était un peu plus... voilà. C'était ça, les modes. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on est resté là un jour, il y a des groupes qui sont venus, qui étaient bien habillés aussi en tenue militaire et tout, qui sont venus. Ouais, il y a l'ambassadeur du Mali qui demande rapatriement de 150 personnes. Donc on était tous là, on dit mais pourquoi il n'y a pas la Côte d'Ivoire qui vient, tout le monde parle de son pays, ah, nous j'ai jamais vu des Sénégalais. Donc moi je dis à mes amis, lui qui disait ça, il disait ça en arabe, moi je dis à mes amis, et tu sais qu'il veut faire partie des Maliens là, et si on se met avec eux? Et donc il dit, bah oui, on peut partir, c'est mieux, le Mali c'est à côté, on dit d'accord. Donc ils font sortir des gens, des Maliens. Dans notre cellule, nous on était 4. On va dire 4 personnes d'Afrique de l'Ouest parce qu'il y avait nous 2, plus un Malien et un Sénégalais. Donc le gars il vient, il dit ah, mais le Sénégalais il voulait pas partir de toute façon, il a dit que lui il n'a plus rien à perdre, il va rester là. Donc le gars il vient, il dit il a besoin de 3 personnes, 3 Maliens il a dit. Donc je dis ouais je suis un Malien, il dit tu viens d'où? Je dis le nom d'une ville du Mali parce que moi déjà dans la ville où je suis né en Côte d'Ivoire, c'est une ville qui fait frontière avec le Mali. Donc, je connais quelques villes, donc je dis ok, allez-y, moi et mes amis, nous mettre dans le car. Dans le bus, il y avait 3 bus en tout. On était là, on nous fait sortir. On était tous contents dans le bus, c'était la joie totale. Tout le monde disait c'est bon, là, ça y est, on y va. Sauf qu'eux, ils partaient nous revendre à un autre groupe. En fait, ils sont venus nous prendre là. C'était pour aller. En fait, là maintenant, je me dis, la prison là, c'était fait pour ça en fait. Ils prennent des gens, on vous garde. Quand il y a des autres groupes qui ont besoin d'acheter, ils viennent nous prendre. Voilà, c'était pour nous vendre quoi. Donc on sort, on roule sur le désert pendant 1 à 2 heures. Et arrivé quelque part, les 3 bus s'arrêtent, le chauffeur il descend, on voit les pick-up qui arrivent, qui discutent avec le chauffeur. Et les gars ils montent dans les bus, ils nous disent descendez. Genre, tout le monde descend, on descend tous, on nous met dans le pick-up. On ne comprenait rien ce qui s'est passé, mais voilà. Nous, là, en ce moment-là, on savait déjà que c'était un truc qui n'était pas clair. Voilà, c'est pas avec les pick-up et les armes qui vont nous amener à l'aéroport et tout. Donc dès là, dans le truc, on a dit, mais d'autres ont commencé à dire, mais et si on s'enfuit? Ils sont 2 dans le pick-up. Voilà, ils ont des armes, mais ils vont tirer sur nous. Bah, ceux qui vont mourir, ils vont mourir, quoi. Mais nous, on préfère qu'on s'enfuit, on fait ça. Et on dit, bah, d'autres disent oui, on est d'accord, d'autres n'étaient pas d'accord. Donc on est parti comme ça et tout d'un coup, le gars il s'est arrêté pour 1 heure et tout. Et nous qui étions dans le pick-up, on a tous sauté. On a pris la fuite, chacun est parti de où il peut aller. Quand on s'est enfui, le gars il a commencé à tirer, on entendait des coups de feu. Ça fait que nous, on est arrivé très loin dans un champ d'olives. Moi et puis mes 3 amis, on est venu s'asseoir là-bas, on a passé la nuit là-bas. Jusqu'à lendemain, quand on voit un monsieur, un Libyen qui est venu nous voir, qui arrive, qui dit qu'est-ce qu'on fait dans son champ. Donc on lui raconte l'histoire, on était en prison, on est sorti, il y a un groupe qui nous a kidnappés, on s'est enfui, donc là on ne sait pas quoi faire, on a vraiment besoin d'aide, est-ce que vous pouvez nous aider, on veut boire de l'eau et tout. Donc il nous amène boire de l'eau, fini boire de l'eau, vous venez d'où? On dit notre pays, il dit ah d'accord. Les gens, on le voit, il nous parle. Moi, je lui parlais en arabe parce que j'avais appris un peu l'arabe, donc moi, je lui parlais. Vous venez d'où? Moi, je dis le nom de mon pays.
Sauf que je ne connaissais pas le nom de mon pays en arabe. Donc je disais en arabe que je venais de la Côte d'Ivoire. Et il a dit, tu parles français? Et moi je dis, oui. Il a dit, ah ok. J'ai resté donc avec lui, il dit, mais lui il parle français. Donc on était déjà content de savoir ça et tout. Donc il nous donne de l'eau à boire et il nous dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous partez où? On dit, on ne sait pas, on est juste là, on se cache, on a même peur que les gens ils viennent nous trouver là. Il a dit, bah, ok, moi je vous ramène chez moi. Arrivé là, on va discuter de tout. On est monté dans sa voiture, il nous a ramené chez lui à la maison. Et on est arrivé là, il nous a donné à manger, on a fini de manger et tout. Il a commencé à rentrer dans les détails, dans l'histoire de Libye. Il dit, bon, là en Libye ça va pas, c'est la guerre. Vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas au courant de tout ça. Je ne sais pas quoi dire. Normalement, tous les Africains qui viennent ici, c'est pour traverser, pour aller en Italie, des trucs. On me dit, mais pourquoi les gens ils viennent ici pour traverser, pour aller en Libye? Il dit, voilà, parce qu'il y a la mer, c'est pas loin, il y a le bateau, les gens ils traversent, mais il faut payer des fortes sommes d'argent pour aller. Donc là, pour vous, soit vous restez ici, vous vous reposez. Après, on va voir ce qu'on peut faire. Vous allez rester chez moi, travailler pour moi. Ou si vous avez des gens qui peuvent payer, moi je connais des gens qui vont vous faire passer. Voilà. Et on lui dit, on n'a personne pour payer. La première prison où on était, on a fait 3 à 4 mois là-bas, il n'y a personne déjà qui veut. Donc ici, c'est la même chose. On est resté en prison. Nous, on veut juste rentrer chez nous en Côte d'Ivoire, on ne veut rien faire. Le gars, il a dit, est-ce que vous savez que moi je parle français parce que j'ai été ambassadeur je travaillais à l'ambassade de Libye au Mali, donc on a parlé de tout ça, que donc il va nous aider parce que lui aussi quand il est allé là-bas en Afrique, il a vu des personnes vraiment qui étaient bien. Donc, ben, ce qu'il nous propose, on travaille pour lui. Lui, il a des champs d'olives, des pastèques et tout, donc on va l'aider à faire les travaux dans son champ. Ben, il va nous payer, il garde l'argent jusqu'à ce qu'on en a assez pour traverser et on va partir si ça nous dit. Ah, moi, je n'étais pas d'accord, moi je voulais suivre, moi je disais non, je vais rentrer. Et les autres, je dis, ben oui, ça fait rien. Déjà, on serait là en sécurité, on va dormir là et tout. Et après, on lui a dit, ok, on va parler entre nous. Donc, il nous a laissé là, il nous a montré les limites de chez lui. Là, cette partie-là, c'est chez ma famille, ma femme, mes enfants. Vous n'arrivez pas là. Là, c'est pour vous, vous traînez là. Moi, si j'ai besoin de vous, je viens. Si c'est pour vous donner manger, c'est moi-même, je vais venir vous donner tout ça, tout ça. Il nous dit, d'accord. Donc, il est parti, on est resté là. Toute la journée, on s'est reposé, on n'a même pas dormi, mais on est resté là, tranquille, on parlait entre nous. Donc le monsieur, il est venu, on était d'accord, on a dit, ok, on va travailler pour vous. Comme ça, vous allez nous faire partir en Italie. Il a dit d'accord. Donc voilà comment on est resté chez lui. On a travaillé pendant 2 ou 3 mois. Chez lui, encore, on partait dans son champ, il nous ramenait, on partait dans son champ, il nous ramenait. Et un jour, il est venu, il a dit, bon, ok, c'est bon. Je pense que vous avez assez travaillé, il y a de l'argent pour vous faire partir. Est-ce que vous êtes prêts? Et sauf que nous, on ne savait pas en fait comment on partait en Italie réellement. On se disait, voilà, on va nous mettre dans un bateau, on serait tous assis, tranquille, et on voyage sur l'eau comme ça. Et on dit, ouais, on est prêt, on peut partir. Le gars, il a dit, d'accord. Et préparez-vous, je viens vous chercher. Et nous, on a laissé préparer. On est sorti, il est venu avec sa voiture, il nous a pris, mais on a roulé à peu près 10 minutes. On avait plein de personnes, des jeunes qui avaient des armes, des trucs comme ça sur la voie. Il a dit, ah, je pense qu'aujourd'hui, ça ne serait pas bon parce que voilà, ceux qui sont là avec des armes, s'ils vous prennent, c'est encore la même chose. C'est la prison où ils vont aller vous vendre quelque part. Donc, je retourne avec vous, on verra un autre jour. On dit d'accord. On est parti à la maison. On a dormi, on est resté là. Le lendemain, on n'est pas allé dans son champ ce jour-là, on est resté à la maison. Lui, il est parti tout seul. Et le soir, il est arrivé, il a dit, bon, là, c'est bon. Il a parlé avec quelqu'un qui dit, il a un convoi qui va sortir aujourd'hui. Donc, on va arriver, on va vous mettre dedans, vous allez partir. On a dit, d'accord. Donc, cette nuit-là, on est sorti, on est allé au bord de l'eau. On est monté dans le bateau. C'était la première fois que je voyais ça, le bateau, le petit Zodiac qui devait aller sur l'eau. J'avais vraiment peur, je ne savais pas quoi faire avec des autres. Je disais, mais comment on va faire là? On est déjà là, de toute façon, on ne peut pas retourner. Il n'y a pas de solution en fait. C'est soit tu te mets sur le bateau, tu pars, ou tu restes ici en Libye. Mais tu ne vas pas rester chez le monsieur pour toute ta vie de toute façon. Donc,
On a pris la confiance, on nous a mis dans le bateau et ils ont poussé le bateau à peu près à 1 mètre de l'eau. Et ils sont partis. Ils ne nous attendent même pas. Hein. Ils ont pris les voitures parce qu'il faut partir vite, il ne faut pas que la police ou la police vienne. Donc ils sont partis. Donc on est resté tout seul sur l'eau avec le capitaine qui nous a conduits jusqu'à, on a fait 2 ou 3 heures sur l'eau, on roulait. Et arrivé dans un endroit, le capitaine nous dit, bon là on est bon, on est sur les eaux internationales. Donc je vais couper le moteur, je vais jeter ma boussole. À partir de là, on ne se connaît plus. Si la marine, que ce soit les Italiens, les Français, peu importe ceux qui viennent, qui disent c'est qui le capitaine, personne ne parle. On ne le connaît pas, voilà. Parce que le capitaine, lui, il va aller en prison, des trucs comme ça et tout. On a dit d'accord, il a jeté le truc, donc on est resté là. Puis après, à 20 à 30 minutes, on a vu un hélicomilitaire qui est arrivé, qui s'est vraiment abaissé, qui a pris l'interphone pour parler. Est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous parlez ça? Donc on a répondu. Les gens étaient agités, on avait tous peur en même temps. Et ils disaient non, calmez-vous, il y a des bateaux qui arrivent, vous cherchez, comme ça. Donc il y a 2 bateaux qui arrivaient. Ceux qui étaient dans le bateau, ils ont commencé à parler déjà en anglais. Donc ceux qui parlaient l'anglais, ils ont commencé à parler avec eux. Ceux qui parlaient français, ils ont dit est-ce qu'il y a des enfants parmi vous? Donc il y avait des femmes, des enfants. Donc on a sorti déjà. Nous, on était assis au bord, donc on prenait les enfants, on tournait aux gens, ils mettaient les enfants et ils repartaient. Ils ont fait deux tours comme ça, ils sont venus et les femmes, ils ont pris les femmes. Après, nous, on était là, au plus petit, au plus grand, on nous a pris comme ça. Voilà comment on est arrivé dans le bateau. Je ne me rappelle plus c'était quel bateau exactement, mais je pense que c'était les Allemands ou des Suisses, c'était un truc comme ça. Parce qu'il y avait un drapeau, je me rappelle qu'il y avait un drapeau rouge et blanc sur le bateau. Ok. Voilà comment on est arrivé sur le bateau. Et vous en emmenez où après? Avec le bateau, il allait où le bateau? En fait, ces bateaux-là nous est changé avec un autre bateau après. Le premier bateau qui nous est pris ne nous est pas amené directement en Italie. On a roulé avec lui pendant, je peux dire, 2 jours. 2 jours? 2 jours. Sur le bateau, parce que je me rappelle pourquoi je dis 2 jours, on a mangé plusieurs fois, il venait nous donner à manger à chaque fois, et il faisait nuit, on voyait, il faisait jour, on était là. Et là, il y a quelqu'un qui est venu du bateau qui nous a dit, bon, nous, on ne va pas partir avec vous en Italie, on n'a pas le droit, mais on va vous faire passer dans un autre bateau. C'est là ils ont parlé de Croix-Rouge. On va vous faire passer dans un autre bateau des Croix-Rouges. On a dit, d'accord, ok. Et ils sont arrivés. C'était sur l'eau, hein, tout ça, c'était sur la mer et tout. Ils venaient aussi avec des Zodiacs qui venaient. On nous faisait descendre les petits escalators du bateau. On descendait dans les Zodiacs, 10 personnes par 10. Ils partent nous déposer, ils reviennent. Donc, ils ont fait l'échange comme ça. Donc, le bateau de la Croix-Rouge qui nous a ramenés en Italie, Lampedusa. Ok. C'est ce bateau-là qui nous a ramenés. Et je répète la question. Ils étaient où tes amis? Ouais. Et tes amis, ils étaient où? Voilà, c'est là que j'ai perdu, c'est là que j'ai perdu mes amis, je ne savais plus où ils étaient. Dès qu'on est arrivé sur le premier bateau qui nous a pris, on était là, moi j'étais dans mon coin parce que moi en fait quand je suis arrivé dans le bateau, je suis tombé, je me suis évanoui en fait. Sauf que quand j'étais sur l'eau, j'avais pas peur, je ressentais rien du tout, j'étais là, voilà, j'étais juste là comme ça. J'avais pas de peur, j'avais pas de tristesse, rien. J'avais rien du tout. Donc, une fois arrivé sur le gros bateau, le premier gros bateau qui nous a pris, une fois arrivé là-bas, moi je me suis évanoui. Je suis tombé dans le pont. Je me suis réveillé dans une petite pièce. Il y avait un monsieur qui était là à côté de moi, qui me parlait. Ça va, bonjour, comment tu t'appelles? Tu viens de quel pays? Je le regardais, je disais rien. Donc c'est lui qui m'a expliqué, vous êtes venu sur un bateau, on vous a repêché sur le bateau, vous étiez plus de personnes, il y a d'autres qui sont morts, il y a d'autres qui sont encore vivants, qui sont là, on prend soin d'eux, et toi tu t'es évanoui, donc est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, fais des signes, donc je lui ai dit oui, je vous attends, j'étais avec des amis, ils sont où mes amis? Il a dit c'est qui tes amis? J'ai dit les noms de mes amis, il a dit je vais aller voir.
mais je sais qu'il y en a qui sont morts et je vais aller voir si tes amis ils sont là ou pas. Donc il est parti et il est revenu, il m'a rien dit. Il est revenu, il m'a dit il allait de manger, il m'a donné à manger, il a mis des sérums dans mon truc et je me suis réendormi. On a fait les 2 jours comme ça. C'est quand on est arrivé, en fait quand je me suis réveillé après, j'ai pas posé de questions. Mon idée n'était plus sur tout ce qui s'est passé. En fait, je me rappelais même plus de tous ces trucs qui s'est passé sur le bateau. Je me suis réveillé. On nous disait, on va vous changer de bateau. Vous allez partir dans le bateau de la Croix-Rouge. Donc, on nous a mis dans le bateau de la Croix-Rouge. J'ai plus posé de questions. J'étais dans mon coin tout seul. J'ai plus demandé à quelqu'un on est où nous sommes. Et ces bateaux-là nous ont ramenés en Italie, à Lampedusa. C'est là-bas aussi j'ai commencé à me poser des questions. Où sont mes amis? Tous ceux qui étaient là, je ne connaissais personne. On s'est juste raconté sur le bateau. On n'est pas amis, je ne les connaissais pas. Donc je venais, je disais, il y avait tel et tel avec nous. Est-ce que... Ah non, je ne l'ai pas vu. Il y avait tel et tel et tout. Pas vu. C'était après, en Italie, et on nous a dit qu'il y a au moins 16 personnes qui est resté, qui est mort dans l'eau, dans notre convoi. Voilà. Donc je me suis dit directement que mes amis sont restés. Parce que j'ai plus de nouvelles depuis lors. Je ne sais plus. Tu penses qu'ils sont morts? Oui. Je coupe, excuse-moi. Donc il est parti se renseigner pour savoir si tes amis, ce qu'ils sont devenus, et il t'a pas donné de nouvelles, t'as pas demandé? Non, il m'a pas donné de nouvelles parce qu'il est arrivé directement, il m'a dit est-ce que tu as faim, tu veux manger quelque chose, tu veux boire. Il nous a fait sortir, il m'a dit viens, on va aller avec les autres, vous allez manger. Mais en fait, moi aussi, je lui ai plus posé la question. Voilà. Parce qu'on devait partir, il a dit il y a un bateau qui va venir vous chercher, donc prépare-toi, prends quelque chose à manger. Donc c'est de là qu'on nous a échangé. On nous a mis dans un autre bateau de la Croix-Rouge qui nous a ramenés directement en Italie, Lampedusa. Et tu pensais à ce moment-là qu'ils étaient morts, tes amis? Non, parce que je ne savais pas, je ne me suis pas posé vraiment de questions sur tout ça là en ce moment. Parce que moi, je me suis évanoui, donc je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment dans l'action. C'est quand on arrive à Lampedusa, là-bas, on nous met des numéros, on arrive, on se met en rang, on sort du bateau, on compte. Et la Croix-Rouge qui nous a ramenés doit venir faire des rapports en expliquant comment ils nous ont récupérés et tout. C'est là que j'ai commencé, parce qu'il disait que le bateau a fait un naufrage, il y a 16 personnes qui sont mortes. Donc il y a tout qui me revient en même temps. Je me dis, c'est pour ça le monsieur il m'a pas expliqué parce que je n'étais pas bien et tout. Donc je pose la question à les autres personnes qui étaient avec nous. J'étais avec telle personne, c'était mon ami, tu ne l'as pas vu? Non, je ne l'ai pas vu. Donc dès là qu'il a dit, il y a 16 personnes qui sont mortes, qui sont restées dans l'eau. Et voilà, donc je me suis dit, s'il n'est pas avec nous, forcément ils sont morts. Voilà. Mais tu as eu une confirmation qu'ils sont morts ou tu penses juste? J'ai pas eu de confirmation exacte pour dire oui, telle personne est morte. Non. Mais si on était dans le bateau, le groupe qui était dans le bateau, c'est le même groupe on était dans le même bateau allemand qui nous a transféré au même bateau italien. Donc c'était les mêmes personnes. Donc je voyais tous les autres que je voyais dans le premier bateau. Voilà. Donc mes amis, ils n'étaient pas dedans. Et on vient nous dire que parmi notre groupe, c'est ce qu'ils ont dit, parmi les groupes, il y a eu 16 morts. D'accord. Et donc là, tu étais en Italie. Oui. Et comment tu as fait pour arriver jusqu'ici? Déjà, en Italie, on était à Lampedusa. Lampedusa, c'est une petite île qui est... Voilà, c'est l'Italie, mais c'est pas vraiment en ville. Donc, là-bas, on reste là. On nous a donné des matricules, des numéros, des trucs comme ça. Il n'y avait rien après. On était tous logés dans des bâtiments, dans des petites pièces et tout. 4 ou 5 personnes. On mangeait chaque jour. Et comme ça, un jour, ils viennent dire, les personnes qui s'occupaient de nous, on ne reste pas là. Parce que là-bas, c'est juste un truc pour faire le passage. Après, on va vous séparer. Il y a d'autres qui vont aller dans les autres villes de l'Italie. On vous partage comme ça. Donc, ils viennent, ils comptent. Ils disent, bon, le convoi qui est venu avant-hier, vous allez partir. Voilà, on ne dit pas forcément où on va partir. On vient, on dit, bon, préparez-vous.
on appelle ton numéro, tu te prépares et tu fais un petit sac au dos, tu mets quelques vêtements et des baskets et on repart pour... Moi spécialement, on m'a amené comment ça s'appelle, à Napoli, à Naples, parce que quand on est sorti, il y avait plusieurs personnes, mais je parle pour moi, parce que moi, on m'a amené, on était pour partir à Napoli, on devait prendre un bateau encore, pour aller. On nous a mis dans un bus, et le bus nous a ramenés au port, on a pris le bateau, on a traversé, on en est à Napoli. Arrivé là, il y a un autre bus qui nous a envoyé dans un autre foyer, foyer pour des réfugiés et tout. Donc là, c'est là maintenant quand on arrive, on doit nous enregistrer, tu dis ton nom, ton prénom, ton âge, ton pays et tout. Et là-bas, les mineurs, on les met dans un centre pour des mineurs. Les majeurs sont partis dans les foyers, dans les autres foyers. Donc, moi, j'étais avec les groupes des mineurs, donc on est parti, on nous a mis là. Et les assistants qui étaient là-bas venaient nous expliquer, par exemple, nos droits. Bon, les mineurs, tout ce qu'on peut faire, vous allez rester là, vous allez partir à l'école. En ce moment-là, on ne nous demandait pas de papier en Italie. Genre, tu as quel âge, tu as 16 ans, bah, peut-être ils te regardent côté physique et tout ça. Et puis voilà. Donc, vous allez rester là, vous allez partir à l'école. Et c'est tout, quoi. Vous partez à l'école. Ou... Après, ils nous disaient aussi, ceux qui veulent se retourner, qui veulent vraiment se retourner dans leur pays, tu dis, oui, je vais me retourner, je vais partir dans mon pays. Et ils s'arrangent à te faire retourner comme ça. Mais j'ai vu personne se retourner. Donc, c'est comme ça, moi, je suis resté. Et je pense que c'était pendant les vacances parce qu'il n'y a personne qui partait à l'école. On apprenait l'italien là-bas. On avait une salle, matin, tout le monde s'est retrouvé là-bas. On nous apprenait les mots, à lire, des petits trucs comme ça en italien. Parce que moi, j'ai fait que 3 ou 4 mois en Italie, je trouve. Mais depuis le début de ton histoire, tu dis que tu veux retourner dans ton pays. Et là, au moment où tu as la possibilité, tu décides de rester. Oui, pourquoi ? Parce que peut-être je me dis que au moment où je voulais vraiment retourner dans mon pays, c'est parce que je me sentais vraiment en danger. C'est parce que je n'avais pas d'issue, ouais. Je ne savais plus quoi faire. Donc je me disais, je serais plus mieux dans mon pays que la Libye. Voilà, la Libye ou le Niger, parce que même au Niger, c'était un peu chaud. Donc c'est pour ça, quand je suis arrivé en Italie, je ne sentais pas ces dangers-là. Il y avait des gens qui nous parlaient, on était entre nous, il y avait plein de personnes, tu pouvais sortir. Voilà. Et est-ce que tu as eu des nouvelles de ta mère? Oui. Quand on est arrivé à Naples, à Napoli, dans le foyer où on nous a emmenés, ils ont installé chacun dans sa chambre. On était 4 personnes par chambre, avec des lits superposés. Donc là, on nous a donné des téléphones, pas des téléphones, des recharges, des crédits d'appel. Ouais. On avait un téléphone fixe qui était là, tu mettais le recharge et tu appelais ta famille. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça qu'on est arrivé. Moi, j'avais que le numéro de mon oncle, en fait, que je pouvais appeler. J'avais son numéro, donc j'arrive, je prends le téléphone, je mets le recharge et j'appelle mon oncle qui me répond. Et je lui dis, allô, oui, c'est Adama. Il me dit, je dis, allô, c'est Abdou. Il dit, c'est qui Abdou? Je dis, bah, c'est moi, ton fils, quoi, j'étais chez toi. Ton neveu? Ton neveu. Il me dit, mais il est mort, lui. On a déjà fait son funérail. J'ai dit non, je suis en Italie. Déjà, quand je dis non, je suis en Italie, il raccroche le téléphone. Je suis là, moi-même, je comprends. Je dis, mais pourquoi il me raccroche? Je sais bien que c'est lui, c'est sa voix, je ne me trompe pas, c'est lui. Je rappelle, il répond, il me dit, mais comment elle s'appelle ta mère? Je donne le nom de ma maman. Il me dit, mais comment moi je m'appelle? Lui-même, quoi, son nom. Donc je lui dis son nom. Il demande le nom de sa femme. Je donne le nom de sa femme. Et il s'est mis à crier de joie, d'envie. Voilà. Il attend, ne coupe pas, je vais appeler ta maman tout de suite. Je dis, ah d'accord. Il me dit, bon ok, je coupe l'appel. Et c'est lui, il appelle ma mère, il informe ma mère. Et après il me dit, bon, ma maman n'a pas de téléphone, mais il a trouvé quelqu'un qui va aller voir ma mère et je vais appeler sur le numéro. Donc il me dit le numéro que je note. Comme ça j'appelle, c'était le soir. Je suis resté là le soir, j'ai appelé. En fait,
j'ai pas appelé ma mère directement parce que je savais pas quoi dire en ce moment-là. Parce que mon oncle m'avait déjà dit qu'on a fait ton funérail, donc tu vois, je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Si c'était vrai, vraiment, je savais pas. Donc je suis resté là. Le soir, j'ai appelé. Vers 20h, j'ai appelé la personne qui répond. Je lui ai dit, passe le téléphone. Non, mais passe le téléphone. Elle m'a reconnu direct. Elle m'a même pas posé de question. Est-ce que c'est toi? Donc quand je lui ai dit allô, je l'ai appelé. Elle a commencé à faire ses prières, voilà, des trucs comme ça. Et elle m'a dit, et tes amis? Directement, elle m'a posé la question. Je lui ai dit, voilà, et je ne sais pas. Ils sont morts. Elle m'a dit, comment ça, ils sont morts? Je lui ai dit, ils sont restés dans l'eau. Elle m'a dit, mais quelle eau? Parce qu'elle ne savait pas déjà, tous ces trajets-là, elle n'était pas au courant comment ça s'est passé pour eux. Donc, l'histoire de Libye et tout, elle ne savait pas. Elle me dit, mais comment ça, ils sont morts dans l'eau? Je lui ai dit, mais on a traversé la mer en bateau. Elle dit, vous avez fait quoi comme les autres qui traversent et tout? C'est pour ça que tu es parti à Abidjan. Donc, elle a commencé à dire, non, mais là, c'est pas le moment. Moi, je. Et... Parce que tu lui avais pas raconté tout, du coup, au non, téléphone? Non, je ne lui ai pas raconté tout. Donc, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que moi. Comment je vais faire? Comment je vais aller dire aux parents de tes amis qu'ils sont restés dans l'eau? Je ne sais pas. Je dis, mais il faut qu'on les dise. Il dit, mais est-ce que tu as vu les corps? Je dis, non. C'était dans la mer, ils sont restés, et voilà. Mais je sais qu'ils sont vraiment morts. Voilà, elle était contente et en même temps, elle était triste pour mes amis. Donc, elle m'a dit, ok, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, demain, je vais aller voir les parents et puis je vais les dire. Mais il faut que toi aussi, tu les appelles pour parler. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas. Je ne sais pas comment je vais les dire. Non, tu es obligé parce que c'est toi qui étais la dernière personne avec qui ils ont fait tous ces parcours. Donc il faut que tu appelles, tu racontes et tout. Voilà, donc c'est comme ça que le lendemain, ma mère elle est partie, les a racontés. Et moi aussi j'ai appelé derrière et j'ai dit, en fait j'ai appelé le frère. Il y avait un là qui avait son grand frère qui était plus âgé que tout le monde. Donc c'est à lui que j'ai parlé. Je lui ai dit, j'étais avec tes petits frères, on a fait tout le chemin de la Côte d'Ivoire jusqu'en Libye. On a eu ça, on a été en prison. Donc moi je lui ai tout dit. Et donc, pas de chance, ils sont restés dans l'eau. Voilà. Il m'a dit d'accord, il a fait ses prières lui aussi et il a dit t'inquiète, ça va aller. De toute façon, nous déjà, après 6 à 5 mois, pas d'appel, pas de nouvelles, qu'on n'avait rien fait. Hein. Que même toi, tes parents, ils t'ont pas dit qu'ils avaient déjà fait ton funérail et tout. J'ai dit oui, mon voilà. Et ça s'est arrêté là. Et du coup, après cet appel, qu'est-ce que tu as fait en Italie? Après cet appel, je suis resté là. C'était la même chose. Chaque matin, on se réveille, on va déjeuner ensemble avec tout le monde. À midi, pareil. On avait 2 heures de cours par jour. Entre 14h et 16h, on partait apprendre. Le cours d'italien? Oui. D'accord. On partait apprendre le cours d'italien. Et en même temps, là-bas, les assistants, ils avaient l'habitude de nous dire, mais vous qui venez des pays francophones, mais vous pouvez partir en France. Ça serait plus facile pour vous d'aller à l'école, d'apprendre. Après, en plus, vous êtes mineur et tout, et tout. Donc, ça serait plus facile pour vous de partir là-bas. On n'avait pas l'argent. Mais en fait, chaque fin du mois, on nous donnait, je pense, 70 € ou 40 € chaque fin du mois pour notre argent de poche. Parce qu'on pouvait sortir, on avait le droit de sortir de 8h à 17h. Il fallait prévenir que demain je sors. Donc on avait ça. Et moi je connaissais déjà des gens dans le foyer qui avaient déjà préparé un truc, qui voulaient sortir pour aller en France. Donc j'avais un ami déjà qui était avec moi dans la même chambre. Donc on a fait le projet ensemble. On m'a dit, bon ok, le mois prochain, si on a les 70 €, on prend le bus ou on prend le train et on y va. Voilà. Ah oui, parce que c'est vous qui décidez d'aller tout seul en France, c'est pas les Italiens qui vous envoient. Non, en fait, ils nous suggèrent, ils nous disent, vous pouvez aller. Mais ils ne vont pas nous accompagner, nous mettre. Non, ils ne le font pas, mais ils nous disent vraiment. D'accord. Voilà. C'est comme ça que voilà, on a reçu l'argent et on est parti. On a pris le train de Napoli pour aller. Déjà, les 70 €, ça ne pouvait pas payer. Je pense, ça pouvait pas payer le billet pour aller jusqu'à là-bas. Donc,
On a payé un seul billet pour deux. On était deux, on est resté dans le train. Et là-bas, c'est bien parce qu'on n'a pas eu de contrôleur. On est arrivé jusqu'à Milan. De Milan, on devait prendre un autre train pour venir en France. Donc ça, on n'avait plus d'argent, on est resté à Milan, on faisait la manche dans les gares pour pouvoir manger et tout. Et là-bas aussi, on a frôlé. On a pris le train qui nous a amenés jusqu'à... on pensait que c'était un train qui faisait Milan-Paris ou une autre ville de France direct, quoi, sans arrêt. Les trains, ils passaient forcément à la frontière, il y avait des contrôles et tout. Donc on a pris un train à Milan qui nous a amenés à... je ne connais plus le nom de la frontière là, il nous a amenés à la frontière. Du coup, il y a eu des policiers qui sont montés, ils ont fait des contrôles. Nous, on n'avait pas des billets, on n'avait pas de papier parce que on n'avait pas de passeport, on n'avait rien. Oui. Donc, il monte, il nous demande t'as quel âge, tu dis ton âge, tu as un papier, tu vas où, tu as des parents. Non. Il nous fait descendre tout le monde. Il y avait plein de personnes, on descend et nous, on avait 16 ans, on nous met dans la voiture des policiers, là, ils nous ramènent de l'autre côté de la frontière, côté italien. On nous dépose là et ils se retournent. Les majeurs qui étaient là, on leur dit de marcher pour aller, je sais pas, c'est un peu loin, mais on les laissait être comme ça dans la rue, mais tu ne peux pas rentrer en France, tu marches pour aller en Italie. Donc on s'est retournés, nous deux, on est restés ensemble à la gare, on nous a déposés à la gare, mais côté italien, on est restés là, on n'avait plus quoi manger. Et il y avait des gars aussi qui étaient là, qui prenaient l'argent avec des gens pour vous faire passer. Donc on vient, moi on parle à quelqu'un, est-ce que vous avez l'argent? Non, on n'a pas l'argent, est-ce que tu peux... Non, bah, il faut payer, voilà. Donc là-bas aussi on est resté pendant à peu près une semaine. On a tenté plein de fois, on nous faisait retourner, on monte dans le train, on nous fait retourner. Et il y a un jour, on a eu l'idée, on a dit bon, cette fois-ci, on va se cacher dans les toilettes. Tu montes dans le train, toi tu rentres dans les toilettes, tu t'enfermes à l'intérieur. Parce qu'on avait déjà vu comment les passés ils faisaient pour faire passer les gens. On a dit ok, donc on repère le train qui va aller en France. Sur les tableaux, tu viens, tu suis le numéro du train, tu fais ton truc, tu es le premier à monter dans le train, les passagers ne sont pas encore là, tu te diriges vers les toilettes, je monte avec mon ami du coup, on s'enferme, lui il monte, il part dans l'autre wagon, moi je suis dans l'autre wagon. Non, dans l'autre toilette et moi je suis dans l'autre toilette. Et on reste là, les passagers montent, le train il démarre, le train il avance. Arrivé, quand le train s'arrête, on sait qu'on est à la frontière. Donc là, il ne faut plus bouger, il ne faut plus faire de bruit. On sait que les policiers sont montés. Puis avant ça, il y a un monsieur je pense qu'il voulait aller aux toilettes. Et il est venu, il a essayé de toucher la porte, il savait qu'il y avait quelqu'un. Pour la première fois, il est parti s'asseoir. Et quand il a vu les policiers, ils sont venus, ils ont fait leur premier contrôle, ils sont passés. Donc le monsieur il s'est levé, il a tapé, moi il m'a parlé, il m'a dit je sais qu'il y a quelqu'un, si tu te caches, il faut que tu sors maintenant, tu viens t'asseoir avec nous parce que quand les policiers vont venir, ils vont forcer la porte. Donc j'ai fait confiance, j'ouvre la porte, je vois c'était en français, un monsieur qui me dit viens t'asseoir avec moi, je viens, il me fait asseoir à côté de lui. Et le même policier qui a passé, il revenait. Et il a vu le monsieur, il m'a vu, je suis assis, il passait pour moi, je sais pas. Et il a dit, il est avec toi? Et le monsieur a dit, oui, il est avec moi, c'est une association. Donc il est reparti. Donc quand lui il est parti, j'ai dit, ah mais nous sommes deux, j'ai mon ami qui est dans l'autre toilette là-bas. Il a dit, ah d'accord, il ne va pas le voir parce qu'il va sortir. Il a fait le détour, donc il va sortir de là-bas. Donc il est sorti, il m'a dit d'aller appeler mon ami, je suis allé, j'ai toqué, on est sorti. Voilà comment on a traversé la frontière. Et vous êtes arrivé à quelle gare? Déjà, quand on a traversé la frontière, c'était à Nice. On est arrivé à Nice. Et à Nice, les gens qui devaient descendre sont descendus. Nous, le monsieur qui était là avec nous m'a dit, là, si vous voulez descendre ici, vous êtes en France, hein, c'est Nice, mais après, si vous voulez aller jusqu'à Paris, Paris c'est la capitale, on a encore 3-4 heures de route pour arriver là-bas, si vous voulez. Et moi et pour mon ami. Mon ami, lui, là, il connaissait quelqu'un déjà ici. Il m'a dit non, on va aller à Paris. Je dis ok, on reste là. Sauf qu'à Nice, il y a des contrôleurs qui sont montés dans le train.
Avec, donc, le monsieur, oui, c'est vrai. Le monsieur, il est descendu à Nice pour nous laisser à deux. Donc, il a dit, à partir d'ici, il n'y a pas de problème. Vous êtes déjà en France, restez assis et voilà, moi, je descends ici. Et le contrôleur qui sont montés, le train, il avait déjà décollé. Donc, le monsieur nous a dit ça, c'est Nice-Paris direct, il ne va pas s'arrêter. Donc, même s'il y a les contrôleurs, c'est à Paris, on va avoir des problèmes. Il a dit, si vous arrivez à payer les associations, il a donné des numéros, des trucs comme ça. Donc, on est resté dans le train, et le contrôleur, il est arrivé. C'est trouvé que lui aussi, c'était un monsieur qui était gentil, il est arrivé, il nous a dit, bonjour, vous partez où? Et vous avez des titres de transport? On a dit non, on vient d'arriver, on n'a rien du tout. Il a dit, bon, il nous a fait déplacer il a dit, là, c'est la première classe, il nous a fait déplacer de chaise. Et il nous a mis au bar, il y avait un bar en haut, il nous a emmenés là-bas. Et pareil, quand il est arrivé, le barman, il a dit, vous avez faim? On a dit, ouais, il nous a donné des petits gâteaux, du chocolat. Et on est resté là. Voilà comment on est arrivé jusqu'à Paris, Gare de Lyon. Et à Paris, arrivé à Paris, vous faites quoi? Vous n'avez pas d'argent, pas de papier? Ouais. On est arrivé à Paris, on sort du train, on reste à la gare de Lyon. On connaît personne, on voit tout le monde qui passait. Je pense qu'il était déjà entre 16h et 17h. Il commence à faire nuit. Moi, je dis à mon ami, il me dit, ah, moi j'ai mon tonton qui est ici. Je vais essayer de l'appeler. Soit il part avec nous deux, soit il part avec moi seul, mais je ne sais pas pour toi. Moi, de toute façon, moi, je ne connais personne ici. Hein. Je n'ai pas de famille, je suis tout seul. Voilà. Donc, le gars, il nous a donné des numéros des associations. Je vais essayer d'appeler. Mais on n'avait pas de téléphone. Donc, on voyait des gens, on s'approche, on demande. Il y a d'autres qui ne nous parlaient pas, qui passaient et tout. Donc, il y a un monsieur qui s'est arrêté, qui a donné son téléphone. Je pense, qui a donné son téléphone à mon ami. Il a mis son numéro, il a appelé. Et son tonton, il a dit, oui, il va venir le chercher, mais il ne peut pas partir avec 2 personnes. Parce qu'il est avec ses enfants et il y a tout le monde, quoi. Donc peut-être il va me donner des numéros des associations où je vais partir pour passer la nuit. Je lui ai dit oui, d'accord, il n'y a pas de problème. S'il vient, donc le tonton il est venu, il a pris mon ami, ils sont partis. Et moi je suis resté là. Le numéro de l'association qu'ils m'ont donné, je l'ai appelé. Et c'était une dame, elle m'a dit de partir à la gare du Nord. J'ai dit, mais je sais pas comment je fais pour aller à la gare du Nord et tout. Non, tu demandes, renseigne-toi, mais fais tout, tu arrives à la gare du Nord, tu vas dans le poste de police qui est à la gare du Nord, et moi, je vais appeler là-bas. Je vais leur dire, tu t'as mené dans telle association, dans tel centre pour les mineurs et tout. Je dis d'accord, donc je me débrouille, je demande aux gens, je vais à la gare du Nord, je sais pas, les gens ils m'aident jusqu'à je prends le train, j'arrive jusqu'à la gare du Nord. Je sors. Je recommence à chercher la police, je demande aux gens, on me dit voilà, il y a la police là, je monte. Et je vois une dame, je dis ah, est-ce que vous pouvez me prêter votre téléphone, je vais appeler. La dame me dit d'accord, elle me donne son téléphone. Je mets le numéro de l'assistant qui me donne. Je dis ah, je suis à la gare du Nord. Elle me dit est-ce que tu vois le poste de police? Je dis oui. Je dis d'accord, donc entre et passe le téléphone à un policier. Mais ils avaient mis un petit cordon devant le poste de police. Donc moi je suis arrivé, je me suis arrêté derrière, avant quoi. Je me suis arrêté avant, j'ai soulevé la main, bonjour monsieur. Et il y a un policier qui est sorti. Déjà il est sorti, il m'a regardé et puis il est rentré. Il parlait avec son collègue et il est revenu et il me disait ah c'est lui. Et moi je comprenais rien, il me dit oui, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, je veux parler, il y a quelqu'un au téléphone qui vous parle. Il dit, ah, vous savez pourquoi vous êtes là? Donc moi, je lui réponds oui. Genre, il me demande, je sais pourquoi. Je dis oui, je sais. Il dit, ah d'accord, venez. Donc, il enlève la ceinture, je passe. Directement, il commence à me brutaliser. Il prend le téléphone avec moi, il me jette dans un petit cellule. Il prend tout. Je comprends rien. Je dis, mais monsieur, il y a quelqu'un au téléphone qui veut vous parler. La dame même qui était là, elle comprend rien. Elle dit, mais je comprends pas, c'est mon téléphone, il voulait appeler. Il refuse de parler, il referme la porte. On est 2 dans un truc, il me dit, oui, de toute façon, vous êtes tous pareils, vous allez toujours nier. Je dis, mais moi, je comprends rien. Je sais pas. Mais je vous ai demandé, vous m'avez dit oui. J'ai dit, ben oui, vous m'avez demandé si je sais pourquoi je suis là.
Donc j'ai répondu oui. Voilà, donc il me dit maintenant, il y a une dame, vous voyez la dame qui est là-bas? J'ai dit oui. Elle s'est fait voler son téléphone et elle dit que c'est vous. Je dis mais la dame m'a dit c'est moi. Elle dit oui c'est moi. Je dis non, moi je viens juste d'arriver, je connais personne ici. Je ne sais même pas ce que vous êtes en train de dire. Je n'ai pas vu cette dame, je ne connais personne. Le téléphone qui était avec moi, c'est à la dame qui est dehors. Et il dit de toute façon, on vous connaît, vous allez toujours nier. Il claque la porte, il sort, je suis là. Moi aussi, je suis là, je ne dis rien, je ne comprends plus rien. Ils font 2 à 3 minutes. Il y a un autre policier qui vient. Il dit, tu sais, si tu dis toute la vérité, on va te laisser partir. Mais pourquoi tu mens? Tu as regretté ce que tu as fait, c'est pour ça que tu es venu nous voir? Il est où le téléphone? Je dis, mais moi, je ne comprends pas, monsieur, je ne comprends rien. Moi, je suis quitté en Italie, je suis mineur, je viens juste d'arriver en France. J'ai appelé une association qui m'a dit, viens vers la police. Je vais parler à la police et voilà, ils vont trouver un truc. Il me dit, non, je ne sais pas la vérité. J'ai dit, mais la dame qui est dehors, c'est son téléphone que j'ai pris pour appeler. Donc, essayez de voir avec ça. Ils ont tout refusé, ils ont jeté, le téléphone était là, ils ont même enlevé, ils ont éteint le téléphone, il était déposé là, donc je suis resté là. Donc la dame avec qui j'étais au téléphone, elle a vu, elle a entendu les bruits qu'on s'est passé. Donc elle a rappelé directement au poste de police de là-bas. C'est elle qui dit, mais je ne comprends pas, il a envoyé un jeune et tout. Donc il dit, je vais expliquer l'histoire. Et après, il y a un autre policier qui vient avec la dame. Quelle dame? La dame qui s'est fait voler son téléphone. D'accord. Il me dit, c'est lui ou pas? Et la dame, elle me regarde. Elle me dit, non, c'est pas lui. Mais lui, il était avec la personne qui a pris mon téléphone. Mais c'est pas lui qui a pris le téléphone. J'ai dit, mais madame, moi, je viens juste d'arriver, je connais personne ici. Et le policier dit, non, c'est bon, c'est bon. Et il appelle au poste de police, il dit, oui, je sais pas, il y a une voiture qui vient. On me met les mélodes. Et on me dit, ouais, tu pars en garde à vue. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai été accueilli, je suis allé en garde à vue. J'ai passé la nuit, je suis arrivé, on m'a fait enlever tous mes habits, ils m'ont fait des photos, des trucs. Et on m'a mis dans une cellule. Je suis resté là. De toute façon, j'avais peur et j'avais pas peur parce que je me disais, j'ai rien fait. Si c'est le côté vol, j'ai pas volé. Voilà, mais j'ai juste peur la façon dont j'ai été brutalisé et tout. Donc je suis resté là. Comme ça, il y avait un gars avec moi dans celui, il m'a dit, t'inquiète pas, tiens, tu veux manger? Il m'a donné un bout de pain, j'ai mangé, on s'est couché. Et le lendemain matin, c'est là que j'ai commencé à avoir peur parce qu'il y a un monsieur qui est venu, qui a dit, il a appelé mon nom, j'ai répondu oui, il a dit oui, je suis votre avocat et tout. Je comprends rien, moi je n'ai pas demandé d'avocat, je ne sais même pas c'est quoi, et pourquoi un avocat et tout. Il m'a dit non, raconte-moi ce qui s'est passé. Donc je lui ai expliqué exactement comment ça s'est passé. Il m'a dit ok viens on y va. Il est rentré dans un bureau avec moi et il a dit, je ne sais pas si c'était le commissaire, en tout cas il y avait un policier, il a dit au policier, est-ce que vous avez des vidéos les vidéos de surveillance de la gare qui montrent le jeune prendre le téléphone? Et lui il dit non. Bah ouais c'est vrai, on peut vérifier ça. Il dit ça à l'avocat. Donc l'avocat il dit oui, mais vous devez vérifier ça avant d'amener le gars ici. Donc, il a dit ok, j'arrive, nous on est resté au bureau, il est sorti. 20 à 30 minutes après, il est venu. Et pendant ce temps, l'avocat m'a dit ne vous inquiétez pas, la dame qui était avec vous au téléphone, c'est elle qui m'a envoyé, voilà. Je lui ai dit ah d'accord, j'avais plus peur, j'étais assis. Donc le policier il est revenu. Il a dit, je suis désolé, c'était un malentendu, on a fait un petit, c'était des erreurs, c'est pas, voilà, vous pouvez partir. Donc, voilà, ils m'ont redonné mes vêtements, je me suis habillé et l'avocat m'a dit, est-ce que vous voulez porter plainte si vous voulez? Je dis non, moi je vais juste partir d'ici. Donc, on est sorti de la police et l'avocat m'a dit, vous partez où? Je dis, je sais pas. Je connais personne, je suis là, lui il m'a dit maintenant d'aller, il m'a même acheté un ticket de métro et il m'a mis dans le métro 2, il m'a dit d'aller à Couronne. Il y a des associations qui donnent à manger, des trucs comme ça, que je peux aller là-bas, ils vont trouver une solution. Donc je suis allé là-bas, c'est là-bas que j'ai rencontré des gens. Voilà. Et là-bas, du coup, tu as rencontré des gens et après quoi?
Ben, je suis arrivé là, il y avait plein de jeunes comme moi qui étaient là. Il y avait des associations qui partageaient la nourriture, qui donnaient à manger aux jeunes. Il y a une dame qui s'appelle Avril. Et en fait, moi je suis arrivé, elle était tout seule. Elle était en train de donner à manger à des jeunes. Je voyais qu'il y avait plein de monde qui disaient ah, j'en veux, je veux, je veux. Donc moi je suis arrivé, je suis directement allé vers la dame. Je lui ai dit bonjour madame, est-ce que vous voulez que je vous aide à partager la nourriture et tout. Elle m'a dit oui. Donc je l'ai aidé, on a partagé à manger. Et après j'étais assis, je lui ai dit est-ce que je peux prendre une assiette? Oui, mais tu viens d'où? Directement, je lui ai expliqué, je viens juste d'arriver, je connais personne, il y a quelqu'un qui m'a dit de venir là. Mais toi, tu viens, tu ne cherches pas à manger, tu veux m'aider tout d'un coup, et tu parles avec les jeunes comme si tu les connaissais et tout. Tu viens de quel pays? Je lui ai dit, t'as quel âge? J'ai répondu. Ok, j'ai mangé, j'ai fini de manger. Les jeunes, ils avaient commencé à rentrer, chacun partait. Et moi, il m'a dit, mais tu vas où du coup? Je dis, bah, c'est ça, je ne sais pas où dormir. Elle m'a dit, ok, on va aller chez moi, tu vas passer la nuit. Donc, elle m'a ramené chez elle, j'ai mangé, je suis resté 2 ou 3 jours. Elle m'a donné des habits de son fils, parce que je partageais le même champ avec son fils. Je suis resté là-bas pendant 2 ou 3 jours. Est-ce que tu veux un verre d'eau? Tu veux quelque chose à boire? Ça va aller ici. Je suis resté avec elle. Pourquoi c'est ça qui te met dans cet état? C'est parce qu'on t'a aidé ou... Oui, parce que je sais pas pourquoi elle faisait ça. Elle m'a amené chez elle, je dormais dans la même chambre avec son fils. Et il y avait son mari qui était là, qui était gentil avec moi, qui me parlait comme une personne normale, la personne. Comme si je faisais partie de la famille. Et après, chez elle, t'es allé où alors? Je suis resté chez elle pendant 1 semaine. Chaque jour, je partais à l'accompagner. Elle est photographe, elle aussi. Elle et puis son mari aussi était photographe, je crois. Donc on partait ensemble chaque matin, partager la nourriture. Je l'aidais à faire ses petites courses. On marchait. Et un jour, elle m'a dit, on va aller faire ta demande. On va aller dans un centre, tu vas expliquer ton histoire et ton âge. Ils vont essayer de t'aider pour te mettre quelque part, si tu veux. Parce que moi, si tu restes chez moi, tu restes là, tu dors, tu fais tout, mais tu n'as pas de situation, voilà, tu n'es pas légal en fait. Donc il faut trouver un truc pour toi pour
que tu t'en sors. Je lui ai dit d'accord. Donc elle m'a accompagné à Belleville. Il y avait un centre de Croix-Rouge. C'est là-bas que je suis allé, j'ai expliqué mon histoire et là-bas ils m'ont dit bon, on va te garder pour 2 semaines et on va vérifier toute l'histoire si voilà, tout ce qu'il t'a dit, si ça colle, voilà, et on verra ce qu'on va faire. Je suis d'accord, on m'a amené à l'hôtel. Et vu que j'avais pas de papier pour prouver tout ça, après les 2 semaines, je suis arrivé. J'étais sorti, je suis arrivé à l'hôtel, les soirs, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non, tu peux pas rester là. La Croix-Rouge nous a appelés pour dire que non, ton histoire ne colle pas, tu n'as pas de papier pour le prouver, donc tu peux pas rester là. Donc il faut que tu pars. C'est là que j'ai appelé Avril. Je lui ai dit, ma météo. Elle est venue me chercher, elle m'a dit, c'est pas grave. Tu vas rester chez moi, on va faire le recours. On va aller voir un juge. Si tu sais que tu peux faire venir tes papiers, ton extrait de naissance, on va voir un juge et on va arranger tout ça, t'inquiète pas, et viens, on va à la maison. Donc on est parti, j'ai mangé, je suis resté encore chez elle. Et le lendemain, quand on est parti à l'association pour donner à manger, Laurence était là. Avril, elle m'a présenté à Laurence, elle m'a dit j'ai un jeune là, il s'appelle Abdou. Voilà, ça fait 1 semaine ou 2 semaines qu'il était chez moi, il était logé, mais là on vient de le mettre dehors. Sauf que pendant ce temps, Avril avait pris un autre jeune qui dormait chez elle, donc on était 2. Est-ce que si tu peux prendre Abdou ou l'autre? Bon, salut, il n'y a pas de problème, on finit, je pars avec Adam. Parce qu'elle avait une amie qui devait aller en vacances pour 1 mois, qui avait sa maison vide, qui était là, il n'y avait personne. Donc elle m'a dit, ouais, je peux même prendre 4 personnes. Donc on est resté, le soir on est parti. Avril m'a pris, Laurence m'a pris avec 3 autres jeunes. On est parti dans le 7e. Là aussi c'était la même chose, on est parti. C'était la première fois qu'elle aussi elle me voyait. Elle m'a amené dans un appartement avec des jeunes, il y avait à manger, il y avait tout. Elle m'a dit, bon, vous pouvez rester là pendant 1 mois. Voilà, mangez, faites ce que vous voulez, mais faites attention aux effets personnels de la personne, la propriétaire. Je dis d'accord, je comprenais pas trop. Elle est partie à la maison. Je suis resté là. Et un jour, je comprenais pas tout ça en fait. J'ai appelé ma mère avec le téléphone fixe qui était là. C'est un truc que je devais pas faire. J'ai appelé ma mère, je l'ai expliqué. Tu lui as expliqué quoi à ta mère? C'est tout ce qui s'était passé? Je lui ai dit un truc que je comprends pas. Je suis avec des personnes qui m'aident, que je ne les connais pas, je ne sais pas pourquoi ils m'aident. Je ne sais pas pourquoi ces personnes m'aident. Je n'ai rien fait, je suis là, ils me donnent à manger. Je suis là, quoi, je fais rien. Et ma mère, elle m'a dit, c'est qui ces personnes? Je dis, je sais pas, je les ai croisées ici, dans les associations, c'est des dames. Elle m'a dit, mais t'inquiète pas, elles ont des enfants aussi. Tout le monde n'est pas pareil. Voilà, donc, sois ça, je fais pas de bêtises. Sois honnête avec eux et fais tout ce qui a été demandé. Je dis d'accord.
Le lendemain, il y a Laurence qui est arrivée le matin. Il m'a dit venez, on va faire des courses. On est sorti, on est allé dans un magasin. Elle a fait des courses pour tout le monde. Elle posait des questions. Toi, tu manges quoi? Toi, tu bois quoi? Tu veux quoi? Je ne comprenais pas tout ça, moi. Je lui ai même posé la question quand on a fini de faire les courses, on est rentré à la maison. Je lui ai dit, est-ce que je dois rembourser, est-ce qu'on doit rembourser tout ça après qu'on ait une situation stable? Elle a rigolé, elle m'a dit, bah non. Je fais ça parce que j'ai envie de le faire. Je vois que vous en avez besoin. Donc ne vous inquiétez pas, restez là, faites comme vous voulez. Donc à partir de là, Laurence, je ne sais pas ce qu'elle a dit à Avril, les deux se sont vus. Et Laurence m'a dit non, je vais rester chez elle. Parce qu'on a fait un mois, la personne a récupéré son appartement. Je dis bah aller chez Avril. Et Laurence m'a dit non, tu vas rester chez moi. Tu vas venir avec moi, tu vas rester à la maison. Je suis d'accord. Avril était d'accord, on est parti chez Laurence. Elle m'a présenté à ses enfants, à son mari et tout le monde. C'était la première fois que je les voyais. Tout le monde était content, on a rigolé ensemble. Et un jour, elle m'a dit, tu veux faire quoi? On avait fait le recours à la justice, on attendait des papiers dont je l'ai expliqué. Bah, on a fait, avec Avril, on a fait le recours à la justice. Devant un juge des enfants, on attend le résultat. Et le juge avait demandé que je ramène les papiers, les frais de naissance et tout ça. Mais j'ai pas l'argent. Mais je ne l'avais pas dit à Avril. Je ne l'avais rien dit, mais c'était ça le problème. Elle me dit, mais comment tu veux qu'on fasse ça? Je dis, ah, si j'appelle ma mère, elle peut trouver quelqu'un qui peut m'envoyer tous ces papiers-là. Elle a dit, d'accord, bah, on l'appelle. Elle a appelé. J'ai un cousin qui a parlé avec Avril et avec Laurence qui a demandé de l'argent. Elle a ramené l'argent au gaz, donc c'est elle qui a payé tout ça pour faire venir mes papiers. Mes papiers sont venus au bureau de son mari que je suis allé chercher. Mon acte de naissance, j'ai ramené chez le juge. Et le juge, il a vu tout ça, il a dit qu'il allait vérifier tout ça pendant un mois. Et après, il nous a appelé, il a dit, bon, c'est bon, tu mets... Non, avant ça, on devait aller faire un test osseux pour voir vraiment l'âge, parce qu'il n'y avait pas encore l'extrait. Donc on allait, les tests osseux, c'était pareil. Il y a eu un médecin qui a fait les tests et les tests ont dit à peu près exactement ce que je dis, je terminais de toute façon. Donc les papiers sont venus, le juge, il était d'accord. Il m'a dit, bon, moi je t'ai fait un contrat. Là, tu as 16 ans, moi je veux que tu me prouves vraiment que tu veux faire quelque chose de ta vie. Tu veux faire quoi comme travail? Je lui dis, ouais, je veux faire la tapisserie. Il s'est mis à rigoler un tout petit peu, il m'a dit, mais comment tu veux faire la tapisserie? Je lui ai dit, mais je faisais ça quand j'étais en Côte d'Ivoire. Mon oncle, il a une petite boutique. Donc j'aime bien ce métier, je vais le faire. Il m'a dit, oui, si tu veux, ici on a la tapisserie. Mais moi, je te lance un défi. On fait un contrat, je te garde pour 6 mois. Dans les 6 mois, il faut que tu trouves un patron. Et tu trouves l'école qui va te prendre en apprentissage. Moi, je connaissais pas Paris. J'étais juste là, j'étais chez Laurence, chez le juge à la maison, je connaissais pas tout ça. Mais je lui ai dit oui. J'ai dit d'accord. Il a fait le papier, il m'a donné un contrat de 6 mois. Et je marchais avec Laurence. Laurence m'a dit,
Mais t'inquiète pas, tu vas le trouver. On va aller à la maison, je vais faire des recherches, je vais trouver des adresses, tu vas aller de ton côté et moi de mon côté. Et on passait à côté de chez elle, il y a une boutique, il y a un atelier de tapisserie. Donc je l'ai montré, je dis, tu vois, c'est ça que je vais faire. Et Lucie, elle a dit, tu peux, toi, c'est dur ça de faire ça. Je dis oui, mais je peux le faire parce que depuis que je suis tout petit, mon oncle qui fait ça. Donc je suis dans sa boutique tout le temps. Et avec la machine, je me sens très à l'aise. Elle m'a dit d'accord. Et elle m'a donné une adresse de l'école à Paris. Elle m'a dit de partir là-bas. D'aller, je suis allé tout seul à l'école. Je les ai dit, je cherche, je vais m'inscrire pour une formation. J'avais pas de papier, j'avais rien. Il me dit, mais on ne peut pas te prendre si tu n'as pas de papier. Je dis, mais comment je fais? Il me dit, t'es où? Je dis, j'ai une prise en charge chez l'aide sociale en France. Il me dit, voilà, donc tu vas voir ton tuteur, tu l'expliques. Et il va faire un papier de autorisation de travail. Donc je suis allé, je l'ai vu, je l'ai expliqué ça. Et il a dit non, lui, il ne peut pas faire ça. Il faut que je retourne voir le juge des enfants encore. Donc je suis allé, j'ai pris rendez-vous avec le juge, je suis allé. Le juge m'a fait une autorisation de travail. Je suis allé le voir. Et je suis parti avec ça à l'entreprise et à l'école. Et aussi, ils m'ont dit, nous, on fait des formations à l'internat. Il faut que tu trouves un patron et après, nous, on te prend. Parce que si tu n'as pas de patron, on ne peut pas te prendre. Parce que même là, si on te prend, après le premier trimestre, si tu n'as pas de patron toujours, tu ne peux pas continuer avec nous. Donc, il faut que tu trouves un patron. Je suis dit, d'accord, je vais trouver un patron. Je suis allé, j'ai dit ça à Laurence. Elle a dit, d'accord, on va chercher. Hein. Elle a mis des adresses encore, elle a commencé à appeler. Et moi, j'ai appelé mon patron, je lui ai dit, je cherche une formation. Il a dit, non, il faut que tu viennes. Je suis allé. Il a dit, bon, il faut que tu restes là pendant 2 ou 3 jours. Je vais voir ce que tu sais faire. Mais en fait, la tapisserie, ça change de ce que moi j'ai appris chez moi et ce que je vois ici, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes trucs. Donc je comprenais pas trop. Je lui ai dit, hein, direct, je dis, c'est pas des chaises comme ça que nous on a l'habitude de faire chez nous. On fait des gros salons, des canapés, pas des petites chaises. J'ai dit d'accord. Et tu sais faire quoi d'autre? J'ai dit mais je sais faire de la machine. Il y avait la machine à coudre. Il a dit tu sais faire de la machine? Je dis ouais. Bah essaye. Il m'a donné un petit coussin. Il m'a dit de le faire. Et c'était ma première fois de me mettre sur une machine à 3 pieds. En fait, c'est une machine que je voyais ça dans les grandes entreprises et tout, mais j'ai jamais utilisé cette machine. Donc il m'a dit, bah, vas-y, c'est une machine électrique. Donc je me suis assis. Je savais les bases d'une machine à coudre. Donc je me suis assis, j'ai fait le truc. C'était pas parfait, mais il m'a dit, bah, oui, c'est bien pour quelqu'un qui n'a pas fait de formation. Donc, ouais, t'as trouvé l'école? J'ai dit oui. Il a dit quelle école? J'ai dit le nom de l'école. Il a dit, bon, ok. Donc, demain, tu viens avec ton tuteur. On te fait un contrat d'apprentissage. Voilà. D'accord.